Bon, on va peut-être pouvoir commencer la discussion sérieuse. Vas-y, on recommence depuis le début, mais de manière très naturelle. Voilà. Donc, on disait Jadot, j'adore. Et on disait que ce soir, on va essayer de parler. Vraiment, le sujet, ça va être d'essayer de voir est-ce qu'il y a des liens entre cette réforme des retraites, entre la crise écologique, comment on hiérarchise, comment on lutte, est-ce qu'on lutte d'ailleurs. On va voir qu'ensuite, dans un second temps, on va accueillir Philippe Martinez, donc, qui lui est à l'avant-poste de ce mouvement-là qui s'amorce à partir de jeudi 19. Et on va recevoir encore ensuite 3 jeunes, vous savez, les jeunes, qui, eux, viennent plutôt du secteur asso, pas que d'ailleurs, pas que, mais qui vont pouvoir interroger à la fois toi qui représente le parti et Philippe qui représente le syndicat. Et on sait qu'il y a plein de papiers sur, il y a un désamour des syndicats, des partis. Bon, on va en parler, on va mettre ça sur la table, y compris peut-être les trucs qui fâchent. Hein. C'était ça un peu le but de la conversation ? Alors, je pense pas qu'on soit très fâché avec Philippe Martinez. On s'est toujours dit ce qu'on avait à se dire, mais je pense pas que le désamour soit entre lui et moi. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être un désamour entre les jeunes et ce mouvement qui s'engage pour les retraites parce que ça leur paraît loin. Parce que pour beaucoup d'entre eux se disent que quand ils seront à l'âge de la retraite, on sera dans un monde à plus 4 degrés et que quand on sera à plus 4 degrés, on sera peut-être pas en train de débattre de capitalisation de répartition de 60, de 62, de 64, de 65 ans, qu'on sera à un moment où on ne sait même pas si la planète sera encore habitable. Et peut-être que du coup, il y a des jeunes qui voient pas trop l'intérêt de se mobiliser là maintenant en disant de toute façon c'est foutu. Et nous, ce qu'on essaye de faire depuis le début de ce débat sur les retraites, c'est de faire converger ces deux luttes. Évidemment que nous serons dans la rue le 19 et tous les jours qui suivent pour combattre cette réforme maintenant et pour préserver nos acquis sociaux. Mais on va continuer à se battre plus que jamais pour le climat parce que sans sauver le climat, alors ces droits ils seront en théorie et en fait tout va finir par s'effondrer et le système des retraites, mais aussi de la sécurité, de l'assurance chômage, de la sécurité sociale, c'est pas ce qui va rester en dernier dans le monde au moment de l'effondrement. Donc pour que ces droits persistent dans le temps, il faut aussi qu'on s'occupe du climat. Et c'est ça, à mon avis, dont on va discuter aussi ce soir avec les jeunes. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit jeunes comme ça, parce que c'était un peu susceptible pour eux de mettre ces guillemets. Pour moi, tu peux faire, mais eux, ils sont vraiment jeunes. Oui, moi je suis plus jeune depuis déjà quelques temps. Mais oui, il y a des gens un peu plus jeunes que moi qui vont arriver après. Moi, je voulais peut-être commencer, parce que ça m'a interrompu, toutes ces histoires de micro, là, machin, là, je me suis perdu. Mais je ne t'ai pas présenté proprement. Tu es secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et il y avait un congrès il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peine. C'était le 10 décembre. Le 10 décembre. Et tu as pris la tête, tu es la chef du parti Europe Écologie Les Verts quand même, ni plus ni moins. Donc vous savez, un congrès, je dis pour les spectateurs, tout le monde ne sait pas exactement comment ça marche les partis politiques en interne. Un congrès, c'est un moment où les fédérations localement vont envoyer des représentants pour se réunir tous et voter, pas seulement pour qui va représenter le parti au micro de France Inter le matin, mais aussi pour quelle base politique, quel programme pour la suite, quelle plateforme, quelle motion. La suite d'ailleurs, c'était le nom de notre motion. Exactement, voilà. Quelle motion, donc quelle ligne politique pour... Et alors du coup, c'est la motion La Suite qui a gagné. Et c'est quoi le but de La Suite ? C'est quoi les grandes lignes ? Alors, ce que je vais te raconter... En gros, c'est quoi le projet pour les 4 années, 5 années à venir pour Europe Écologie Les Verts ? Je vais te dire, mais c'est pas parce que je te dis ça pour la suite que les autres étaient absolument contre ça. La preuve, c'est qu'on s'est retrouvés à la fin à 90% au deuxième tour. Nous, ce qu'on se disait, c'est que la conscience écologique, elle a progressé chez la plupart des Français. J'étais en rendez-vous avec un sondeur cet après-midi qui le confirmait. Il y a plus grand monde quand même en France qui dit c'est pas vrai. Tout va bien, le climat, la biodiversité, l'eau, tout va bien. Tout le monde a conscience de ça, mais on voit bien, et on l'a vu magistralement à la présidentielle, ton mug j'adore, qui nous a coûté très cher, du coup, finalement, en témoigne, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et c'est pas juste la faute de Yannick Jadot, c'est pas juste la faute du parti, c'est un ensemble de choses qui font que ça n'a pas marché. Et donc, ça veut dire qu'on doit forcément se remettre en question et réinventer un peu notre écologie, se dire qu'en 2023... par exemple, les gens ne veulent pas forcément adhérer à un parti politique. En tout cas, il y en a qui veulent, ils sont déjà là. Et que si on veut s'adresser au plus grand nombre, alors il faut se remettre en question, il faut créer autre chose. Et c'est ce à quoi on a proposé aux militants de s'atteler. Il y a un changement de nom ? Alors, nous, le but, c'est que dans 6 mois, on crée un grand mouvement qui s'appelle les écologistes, qui ne sera pas juste un mouvement politique, il y aura un parti dedans, mais on veut pouvoir fédérer tout le peuple de l'écologie. Il y avait la lutte des classes au sens marxiste du terme. Bruno Latour, du coup, il y a une classe écologique. C'est ça. Nous, on fait Bruno Latour, la classe écologique, qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lutte des classes. C'est la classe écologique et classe sociale. Mais en tout cas, elle existe, elle est potentiellement majoritaire dans ce pays, mais elle n'est pas consciente d'elle-même.
elle n'est pas fière d'elle-même, elle n'est pas fédérée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas organisée, alors qu'en face, les intérêts le sont. Et donc nous, notre rôle, et si nous on ne le fait pas, personne ne le fera, c'est de la structurer, de l'organiser pour mener la bataille culturelle et pour gagner demain et mettre en place la société qu'on veut. Ouais, donc je dis pour les gens qui nous suivent, qui ne connaîtraient peut-être pas Bruno Latour, qui est un sociologue, hein, c'est ça. Qui est décédé il y a assez peu de temps et qui, lui, avait théorisé justement cette idée qu'il y avait une classe qui n'avait pas de conscience de classe. Donc bon, est-ce que c'est vraiment une classe? C'est quand même un petit peu difficile. Ah bah si, dans Marx, il y a des classes qui n'ont pas de conscience de classe, notamment les paysans à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et, t'as mal lu? Oui, non, je n'ai pas mal lu. Monsieur le spécialiste. Non, mais je veux dire, c'est difficile de mobiliser une classe qui n'a pas de conscience de classe. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut commencer par lui faire prendre conscience d'elle-même, c'est notre travail, la rendre fière et la mettre en action. Il y a des intérêts très divergents, du coup, dans cette classe qui aurait intérêt à ce qu'il y ait une adaptation, un changement, une prise en compte des intérêts écolos. Parce que les seuls en fait qui n'ont pas d'intérêt à ça, c'est ceux qui ont les moyens de se barrer, c'est ça un peu. D'ailleurs, c'est assez emblématique de voir en ce moment que les ultra riches, c'est-à-dire personnes autour de ce plateau, sont en train de créer des super bunkers survivalistes, sont en train de mettre du pognon dans la conquête spatiale pour peut-être trouver notre planète pour eux et leurs amis. Et à un moment, on se dit, bah voilà, c'est la boucle est bouclée, c'est-à-dire que non seulement à 1%, ils émettent beaucoup plus de CO2 qu'une moitié de l'humanité. On voit dans le rapport d'Oxfam qui est sorti ce matin que dans toutes les richesses qui ont été créées dans le monde depuis 2020, les 2/3 ont profité à 1% de la population. Donc on n'est pas dans, vous voyez, c'est le ruissellement, on crée des richesses, c'est pour tout le monde, c'est faux. C'est empiriquement faux. Et puis en plus, on voit que du coup, ils en ont vraiment rien à foutre ostensiblement de la planète, puisqu'ils sont en train de préparer la fin du monde, où ils seront tout seuls. Et voilà, quand on voit que le super yacht de Bernard Arnault émet en un mois ce qu'un Français moyen émet en 625 ans, bah voilà, on voit qu'il y a un monde à deux vitesses, et que moi j'aime beaucoup l'histoire du Léviathan où on dit ils sont debout parce que nous sommes à genoux, et de Étienne de la Boétie. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, quelque part, depuis des années, on consent chaque jour à ça. On consent à ce que ces 63 milliardaires français émettent autant de CO2, à ce qu'il y en ait qui triment et qu'il y en ait qui vivent bien et d'autres qui soient rien, comme le disait Macron, à laisser attaquer notre assurance chômage, notre assurance logement, notre allocation logement et puis là nos retraites. Et je pense que cette propension à consentir à ça, finalement, elle est usée jusque la corde. Et ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent avec les manifestations retraite, ça va partir de là, mais ça peut être bien plus grand que ça peut être une remise en question de cet ordre établi, parce que vraiment, ça n'a pas de sens. Il y a eu un graphique qui a beaucoup tourné aujourd'hui aussi, c'est celui de l'explosion de la fortune des quelques plus riches. C'est ça, c'est le chiffre d'Oxfam qui est sorti ce matin. Voilà, depuis l'arrivée de Macron notamment, avec 2017 bien marqué. Et donc du coup, ça veut dire que l'écologie, c'est forcément de gauche, va forcément falloir s'en prendre aux capitalistes avec les outils traditionnels de la gauche. Bah, évidemment qu'il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, et il n'y a en fait pas de justice sociale sans écologie non plus. On l'a toujours dit, et je pense que celles et ceux qui veulent nous faire croire que l'écologie, c'est pas pour les pauvres, en fait, il faut toujours se demander qui sont-ils, qui a intérêt à faire ça, et vous verrez que c'est ni les classes les plus précaires, ni nous. Il y a des gens qui me disaient, bon, vous en êtes tous sur le capitalisme, en fait. Le capitalisme, on dit oui, on dit non, on dit peut-être, un peu, on restreint peut-être dans tel secteur, c'est peut-être intéressant, mais pas dans tel autre. Alors d'autres disent la logique même du capitalisme, la logique d'exploitation, la logique vorace et d'accumulation, et il faut rompre avec. Et donc, Europe Écologie Les Verts pourrait être anticapitaliste. Bah, vous prenez l'exemple d'une forêt, on va prendre quelque chose de concret plutôt que partir dans le débat métaphysique. Une forêt, un écologiste la protège, un capitaliste l'exploite. La différence, elle est aussi simple que ça, et vous pouvez l'étendre à tous les domaines de l'économie et à tous les domaines sociaux plus largement. Donc évidemment que la logique capitaliste n'est pas la nôtre. Après, tout est dans la question de la transition, mais nous, l'économie qu'on prône, c'est celle des ouvriers qui se réaccaparent leur outil de production et surtout les bénéfices qui vont avec, et la gouvernance de leur structure. C'est l'économie sociale et solidaire. Enfin, c'est ça qu'on a toujours prôné, et on ne le prône pas juste quand on est là dans notre local des Verts, et après on va faire autre chose. C'est qu'on est nombreuses et nombreux aussi dans le monde de l'écologie à faire vivre ça dans des AMAP, dans des SCOP, dans des structures qu'on essaye de faire vivre, de soutenir. Et c'est vrai que c'est une autre économie, et c'est quand même mieux pour tout le monde, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui consomment, pour la société. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des externalités positives. C'est le cas par exemple de l'agriculture bio ou du maraîchage bio ou de la paysannerie par rapport à l'agriculture intensive. Et si vous pouvez prendre chaque pan de la société, en fait, on a toujours une alternative heureuse, désirable, et puis surtout émancipatrice. Je pense que l'émancipation, c'est un nom
c'est un mot important pour ce qu'on raconte et pour les années qui viennent. Oui, il y a toujours un vieux fond de culture libertaire aussi chez les Verts, d'ailleurs. Oui, sinon, c'est pas drôle. Hein, et je t'ai entendu dire à la radio que tu voulais 1 million de gens qui adhéreraient à ce mouvement, qui comprendraient Europe Écologie Les Verts, c'est ça, comme parti, mais qui Oui, alors c'est pas des adhérents, c'est des sympathisants, parce que je pense justement que les gens ne veulent plus adhérer pour des tas de raisons, et qu'il faut... je pense que le milieu syndical, d'ailleurs, est concerné par ça aussi. Il y a peut-être des demandes d'engagement plus souples ou plus flexibles, et il faut s'adapter aussi à ça. Et il y a des gens qui veulent peut-être juste recevoir une newsletter ou être informés quand il y a une lutte chez eux, pouvoir être mis en contact avec des gens qui ont le même genre de projet en train d'être combattus ailleurs en France, ou qui veulent avoir accès à nos formations. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui demandent juste ça et qui seront en action vraiment au moment d'une campagne où il y a besoin d'eux. Et puis il y en a qui veulent être là tous les jours, faire les votes internes, etc. Et ceux-là, ils ont un endroit partisan qui existe. Mais il faut vraiment... chercher comment on fait autrement, et évidemment que c'est pas les 15 000 qui sont là aujourd'hui qui vont avoir les meilleures idées du monde pour faire venir les autres, parce que nous on est déjà là, donc on n'est pas représentatifs. Il faut faire comme le Parti communiste avant, il faut faire des concerts, des trucs de sport, des trucs des Alors AMAP. Ça, la bataille culturelle, elle se mène partout, et les AMAP on les fait déjà d'ailleurs, mais nous ce qu'on va lancer dans les mois qui viennent, c'est ce qu'on appelle les états généraux de l'écologie, mais qui s'appelleront pas comme ça. On va lancer ça à la fin du mois, alors on est en train de s'adapter aussi au calendrier des retraites, mais l'idée c'est d'aller partout en France, renouer avec les ruralités, avec les classes populaires, et puis demander très concrètement aux gens ce qu'ils attendent de nous. Ce mouvement dans lequel ils auraient peut-être envie de venir, comment ils le voient, comment ils le veulent. Et c'est ce qu'on appelle la pédagogie de l'opprimé de Paulo Freire, c'est-à-dire on va pas dire bon lui il aurait dû voter pour nous, ok il l'a pas fait, donc on peut lui réexpliquer 1, 2, 3 fois, 4 fois, plus fort, plus lentement. C'est pas ça qu'il faut, peut-être qu'il faut se taire et l'écouter et que lui nous dise pourquoi on l'a déçu, ce qu'il attend de nous, quel que soit son âge, sa classe populaire ou pas, le milieu où il travaille. Moi j'ai passé par exemple un peu de temps en montagne ces derniers temps dans le congrès, il y a 20% des Françaises et des Français qui habitent en montagne. Et quand on voit ce qu'est en train de devenir la montagne, ces canons à neige qui crachent de l'eau sur de la pelouse par 6 degrés, donc c'est n'importe quoi. Je pense que les gens, ils ont mal pour leur territoire en ce moment. Et il y a plein de petits comme ça éléments qui peuvent les faire venir à l'écologie, mais pas à Europe Écologie Les Verts tel que c'est maintenant. Donc c'est à nous de dessiner le mouvement de demain. Tu es secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, mais tu es aussi conseillère municipale. À Hénin-Beaumont. Dans l'opposition, précise tout le temps. Dans l'opposition, évidemment. Donc Hénin-Beaumont, vous connaissez. Hein. Comment dirais-je j'ai lu ce matin une note de la Fondation Jean Jaurès sur les sous-préfectures, qui notait qu'en effet, un des décrochages vraiment, notamment de la gauche, enfin surtout de la gauche, c'était ces zones-là, voilà, qui sont ni complètement la campagne, c'est des petites villes, c'est des machins, où ça n'imprime plus la gauche. Et la note de ce chercheur, je crois qu'il s'appelait Thibault L'Honneur, c'est ça, disait la gauche, il parlait de la NUPES en général et de LFI en particulier, mais je pense que ça s'applique aussi pas mal aux Verts. La gauche n'a pas tellement de discours sur les modes de vie là-bas. Elle dit rien sur Alors, d'ailleurs, Roussel a compris, il a tout fait, lui. Elle dit rien sur le terroir, elle dit rien sur la bagnole, qu'est-ce qu'on fait de la bagnole, même de manière positive. Donc, des gens qui ont ces modes de vie-là, de fait, parce qu'ils prennent leur bagnole pour aller au boulot, etc., ont l'impression d'être antagonisés par les Verts, par le discours de la gauche, du vélo, du machin. Comment tu récupères ces gens-là? Comment tu leur fais espérer quelque chose qui ne soit pas une suite de renoncements de leur part? Il va falloir qu'ils renoncent à ceci, cela. Il est compliqué dans les campagnes de faire un réseau de bus. Ça coûte très très cher, ça peut être un gouffre. Les transports en commun, ce n'est pas toujours la solution selon les territoires. Comment on leur parle? Est-ce qu'il faut faire comme Fabien Roussel et dire saucisse, diesel, barbecue, etc. Moi, je ne mange pas de viande depuis 2009, donc je ne vais pas dire saucisse, diesel, même si j'ai une voiture diesel, parce que j'habite dans la France dont tu parles. Je discute beaucoup de ça avec François Ruffin. On a le point commun de venir des Hauts-de-France. Alors, le bassin minier du Pas-de-Calais, pays du charbon, ce n'est pas exactement la périphérie industrielle d'Amiens, mais quand même, il y a beaucoup de points communs. Et ce qu'on identifie tous les deux, c'est ces humiliations du quotidien. Et ça, c'est vrai, en fait. C'est vrai, et il est vrai aussi qu'il y a peu d'incarnation de ça sur le plan national. Les émetteurs de nos partis respectifs habitent beaucoup les mêmes villes et d'ailleurs beaucoup les mêmes arrondissements. Et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, des fois, on me dit ils n'ont pas compris les habitants de tel ou tel territoire qu'on leur parlait.
Vraiment, ils n'ont pas compris. Et genre, c'est de leur faute. C'est jamais de la faute d'un électeur. C'est-à-dire que si les électeurs ne se sont pas concernés par ce que tu dis ou ne se sont pas représentés par les personnes qui représentent ton parti, c'est à toi de changer. C'est jamais Donc tu aux admets électeurs. qu'il y a peut-être une certaine forme de sociocentrisme. Évidemment, et le sens de ma candidature, parce que moi j'ai fait beaucoup le tour de France pendant la présidentielle, puis pour le congrès, et je me suis rendu compte que moi j'ai jamais prétendu qu'Hénin Beaumont c'était la France, et d'ailleurs heureusement, mais en faisant le tour de France, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de réflexions comme ça que je me faisais, par exemple des tracts de mon propre parti que je ne pouvais pas distribuer dans ma ville, parce que limite ça en était, par exemple dans une ville où il y a beaucoup trop de gens qui relèvent de l'aide alimentaire, si vous arrivez avec un tract sur manger sainement, les gens ils veulent manger vraiment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas manger sainement en plus, mais si on les prend juste sur manger sainement, ça part pas d'eux. Et sur plein de sujets comme ça. Et du coup, avec François Ruffin, on discute beaucoup de ça. Et je pense que c'est pas de la faute des électeurs. S'ils ne se sont pas sentis représentés, il y a vraiment un travail à faire. Et le sens de ma candidature au Congrès, c'était ça aussi. Et je ne suis pas la seule, d'ailleurs, dans cette nouvelle équipe qui dirige Europe Écologie Les Verts, à incarner d'autres types de territoires, d'autres formes d'engagement et avoir peut-être plus de connexion. Après, tout le monde est connecté, y compris Paris et un territoire. Moi, j'ai rien contre les Parisiens, mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits en France où on ne peut pas se sentir impactés par des choses qu'on entend et qui ne représentent pas notre vécu. Donc oui, c'est vrai que, par exemple, le problème en France, ce n'est pas les voitures diesel des gens qui habitent à la campagne. C'est pas ça le problème. Mais peut-être que ces gens, ils ont aussi le droit à des transports en commun, pour le coup. Moi, chez moi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture et c'est pas par choix écologiste, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir. Et donc, tu as quand même besoin d'un réseau de bus. Après, le bassin minier du Pas-de-Calais, c'est urbanisé quand même assez pour avoir des réseaux de bus, mais c'est vraiment l'accès à la mobilité. Quand Léonore Monconduit à Poitiers, elle travaille sur un sujet qui me tient énormément à cœur, le droit aux vacances pour tous. C'est hyper important. Quand Bruno Bernard à Lyon met en place l'expérimentation du RSA jeune, et du revenu de solidarité pour les jeunes, donne des vélos électriques pour les boursiers. Enfin, c'est des politiques qui sont profondément émancipatrices. Et par exemple, il faudrait que tous les enfants de France aient accès à des repas bio, locaux et à prix accessible à la cantine. L'écologie, voilà, c'est pas une punition. Ça doit être émancipateur. Et si c'était pas clair pour tout le monde, alors il faut que ça le devienne. Et c'est à nous de changer pour que ce soit plus clair. Alors la réforme des retraites, on va peut-être en arriver à la réforme des retraites. En voilà une réforme émancipatrice. Bah oui, pas tellement. Donc du coup, historiquement, les Verts ont toujours, Europe Écologie Les Verts, vous avez accompagné tous les autres, vous étiez dans la rue aussi, toujours. Grosse expérience de manifestation, j'ai retrouvé des photos de moi en 2010 avec déjà le slogan que j'aurai en manif le 19. Et c'est vrai que on n'est pas juste sur la question des retraites, on est sur la question d'un autre rapport au travail. On l'a toujours porté chez les Verts. Depuis très très longtemps, on porte la semaine de 4 jours ou de 32 heures. On porte le fait de partir en retraite à 60 ans, le fait d'avoir un équilibre juste entre le travail et le non-travail, le fait que le travail soit émancipateur, c'est un mot qui revient beaucoup depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on a toujours porté. Et donc évidemment que nous serons dans la rue le 19 et toutes les dates qui suivront parce que c'est l'occasion de faire valoir ça. Et puis surtout, cette réforme, on nous a expliqué, moi j'ai été reçue par Elisabeth Borne qui m'a expliqué que cette réforme, elle était urgente, c'est faux. On nous explique que cette réforme, elle est juste, c'est faux. Et d'ailleurs, moi, quand on me fait miroiter l'histoire du SMIC, des 85% du SMIC pour tout le monde et dire qu'il n'y aura plus de petites pensions, ça m'indigne. Parce que premièrement, c'était dans la loi Fillon de 2003, et ça devait s'appliquer en 2008, c'est-à-dire qu'on nous offre en compromis un truc qu'on a déjà voté en 2003 en compromis, qui n'a jamais été appliqué. Et alors en plus, quand on me dit comme ça, tu dis bon, au moins c'est sympa. Sauf qu'il y a plein de petites clauses, comme les petites étoiles avec à la fin du règlement avec l'embrouille. Et en fait, il faut avoir travaillé toute sa vie, il ne faut pas avoir eu une carrière hachée, il faut avoir toujours gagné au moins le SMIC. Et en fait, quand tu comptes, la plupart des gens qui ont des très petites pensions, c'est pas des gens qui ont travaillé toute leur vie, c'est pas des gens qui ont été toujours au moins au SMIC. Et donc en fait, c'est encore une fois de la supercherie et faire croire à des gens, essayer de les démobiliser en disant non mais t'inquiète, toi t'auras ça va être mieux pour toi, alors que c'est faux. C'est quand même le comble de la manipulation en politique. Alors ce qui se dit beaucoup aussi, c'est que cette réforme, elle est aussi faite pour plaire à la Commission européenne. Vous appelez Europe Écologie Les Verts. Vous n'avez pas entendu cet argumentaire-là ? Ah non, pas encore, mais il va me plaire, je sens. Parce que la Commission européenne a fait des recommandations. Tu veux dire les gens qui disaient qu'il ne faut pas avoir plus de 3% de déficit sinon tout le monde meurt, et au moment du Covid, tout le monde l'a fait dans tous les sens et il y a eu des gens qui sont morts mais ce n'était pas à cause du déficit. Et donc on s'est rendu compte que ces règles qui faisaient trembler le monde n'étaient peut-être pas si intangibles que ça. En tout cas, Macron leur a écrit pour leur dire oui, on va bien faire le truc des retraites et tout. Il pourrait aussi taxer les super profits par exemple. Voilà, ça avance ça. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Union européenne en fait ?
Alors, nous, on a des députés, pas assez, mais notamment, ils viennent de faire voter un salaire minimum garanti au niveau européen, ce qui était une lutte depuis longtemps. Parce que je vais resynthétiser un petit peu mon truc. Tout à l'heure, on parlait des sous-préfectures, on parlait de gens qui ont eu l'impression, et à mon avis, c'est pas qu'une impression, qu'au fil des années, au fil des directives européennes, ces services publics qui ont disparu à côté de chez eux, c'est l'Union européenne, c'est la Commission européenne. Et qu'il va falloir qu'est-ce que vous leur dites à eux en leur disant non, c'est super l'Europe, parce qu'on en a soupé de l'Europe sociale, on la fera après, ça fait quand même dans les années 80-90. On n'a jamais voulu la faire après, pour le coup. Vous êtes même carrément fédéraliste. Alors nous, on est fédéraliste parce qu'on considère que... C'est ça aussi, ça fait partie des trucs qui sont un petit peu inaudibles pour des gens qui ont vu, en effet, leur travail mis en concurrence avec le travail... Oui, mais justement, l'Europe fédéraliste, c'est pas une Europe qui impose d'en haut des choses comme c'est le cas aujourd'hui, où on nous impose de libéraliser ou de mettre en concurrence, c'est le mot pour pas dire privatiser, parce que ça fait trop peur, et donc de mettre en concurrence des pans entiers de l'économie. Nous, on pense le fédéralisme. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les décisions ne sont jamais aussi justes que quand elles sont prises au plus proche des territoires. Et ça répond parfaitement à ce que tu disais. C'est ce qu'on fait aussi en France dans notre mouvement. Nous, par exemple, nos candidats, ils sont désignés au plus proche des territoires. On estime que c'est pas depuis Paris qu'on a la super idée pour chaque tête de liste en France. Notre vision de l'Europe, c'est pareil. On veut une Europe forte parce qu'on pense que face aux défis climatiques, la pollution de l'air, le réchauffement climatique ne s'arrête pas aux frontières des pays européens. Donc il faut avoir cette masse-là pour prendre les bonnes décisions et qu'elles aient un impact positif. Mais sur l'application, il faut faire confiance au territoire. Et ce que tu disais était très juste, des gens qui ont l'impression que des décisions se prennent très 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 loin, qui les impactent et ils ne peuvent pas lutter. Ça aboutit à la fermeture de leur bureau de poste. Et c'est exactement pour ça qu'on veut une Europe fédérale. Mais c'est pas... En fait, on a aussi tendance en France à mettre tous les problèmes sur le dos de l'Europe. L'histoire du timbre rouge, où j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris le timbre rouge, moi. Je sais pas comment je vais faire, parce qu'on a essayé de m'expliquer, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'on peut plus mettre un timbre rouge. Je suis daltonien, j'en sais rien. Tu sais plus que ça existe plus, les timbres rouges ? Mais je suis daltonien ça pour de vrai. Ça existe plus, les timbres rouges. Au 1er janvier, ils ont supprimé le timbre rouge. Qui dit que le timbre doit pas être non, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est en France, en fait. Ils ont dit, tiens, il y a moins de lettres, donc on arrête les timbres rouges. Donc tu peux plus prendre que le timbre vert, là, celui d'avant qui était plus lent. Et en plus, c'est encore plus lent. Ils rajoutent 24 heures. Et donc tu peux, si tu veux un timbre rouge genre rapide, tu mets sur ton ordinateur et ils impriment le courrier au plus proche du destinataire et ils lui donnent. Sauf que le problème, c'est que quand tu faisais un papier, souvent, c'est que tu n'avais pas d'ordinateur. Bref, tout ça est absurde. Et donc, on se rend compte que sur des trucs, et sur les TER ou les trucs, moi, je viens d'une région, mais j'ai l'impression que c'est quand même comme ça dans beaucoup d'endroits en ce moment où la mise en concurrence a déjà des conséquences compliquées sur la gestion de la fiabilité des trains. Et en fait, les gens payent des impôts et sur le principe, ils sont OK avec ça. Ça fait partie de la vie en société, mais ils ont l'impression que le service se dégrade et c'est pas qu'une impression. Donc cette histoire du timbre rouge, du pass Navigo qui augmente de je sais pas combien, des TER qui sont de plus en plus en retard et c'est de la faute de personne. Alors apparemment, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à recruter des conducteurs, mais c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'à la SNCF, c'était le dream job, où on est à la retraite à 35 ans et demi, on est super bien payé, on fait grève tout le temps et donc c'est la passion française, c'est le poste de rêve que tout le monde s'arrache, mais ils n'arrivent pas à recruter des conducteurs, donc c'est peut-être que c'est pas vrai. Enfin, on se rend compte quand même qu'on est au bout d'un système, et quand je te disais que notre propension à consentir est usée jusqu'à la corde, c'est aussi de tout ça que je parle. Et d'ailleurs, je le dis pour les gens qui me demandent dans le chat quand est-ce qu'il arrive, Philippe Martinez. Il est là. Il est là ? Bah oui. Ah bah je l'ai même pas vu parce que j'étais dans la conversation. On accueille Philippe Martinez, alors très bien, très bien. T'as pas vu, j'ai dit Philippe et je me retournais comme ça. Mais il est là depuis longtemps ? Bah oui, depuis le début. Mais n'importe. Depuis tes tests micro. Oh là 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 là. Bon. Ah, il est pas d'accord. Il est pas d'accord. Il est taquin surtout. Mais oui, mais fallait me le dire. J'avais pas vu parce que moi j'ai la lumière dans la gueule, je vois pas les gens derrière et j'étais pris dans le truc. Bon, bah c'est pas grave. Mais le suspense, c'est est-ce que son micro va marcher ? Oui, alors celui-là, oui, le micro main, oui, non ? Ouais. Oui, bonsoir. Bienvenue. J'ai tout entendu. Oui. J'ai dit, elle me pique tous mes arguments. Ah, il en reste plein, je suis sûre. Alors, est-ce que le micro cravate ça, je te dirai jamais. Que me dit le chat ? Est-ce qu'on entend Philippe Martinez ? Est-ce qu'il peut parler ? Il peut parler, il s'appelle Philippe Martinez, il est secrétaire général de la CGT. Et ça marche ou pas ? Non, ça marche pas, il va falloir prendre le micro à la main là, ouais. Et là, ça marche ? Et là, c'est bon, les gens, vous l'entendez ? Non, parce qu'il faut l'allumer.
Bon, en même temps, sur Là, le ça devrait conducteur- marcher, pardon. Sur le conducteur, j'avais dit que normalement c'était à 30. On se tutoie aussi? Oui, c'est bon. À CGT, on se tutoie. Oui, hein, c'est ça. Hein. Bon. Alors, il est 34. Bon, on a pris un peu de retard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Marine qui t'a invité là pour discuter ce soir, c'est ça? C'est comme ça que ça s'est passé un petit peu? Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Elle voulait avoir plus d'arguments sur la question de retraite et donc elle m'a invité. Elle m'a dit que c'était dans la suite de l'appel Plus jamais ça, qui était pendant le Covid. Il y a eu plein de tribunes, vous savez, tout le monde y est allé de sa petite tribune, sa petite interpellation, ce truc de ce ne sera plus jamais pareil. Et il y avait une tribune qui s'appelait Plus jamais ça, mais qui avait la particularité d'agglomérer beaucoup de signatures, beaucoup d'organisations. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la CGT s'est retrouvée à signer un truc avec des associations? Alors il y a quoi? Il y a Oxfam dedans, je ne sais plus, mais... Oui, c'était bien avant la Covid d'ailleurs. C'était avant la Covid? Ah oui, bien avant. Bien avant, ça doit faire 3 ou 4 ans maintenant. Non. Si. Oh, alors là, j'ai tout confondu les tribunes. Bêtises, mais pas autant que ça. Et donc, comment ça s'est passé? C'est l'histoire d'un débat. C'était du côté d'Irun, lors d'un contre-sommet du G7. Et on s'est retrouvés à discuter ou à échanger devant une salle pleine avec Jean-François Julliard de Greenpeace et Aurélie Trouvé, qui à l'époque était porte-parole d'Attaque, sur deux préoccupations qui semblaient opposer Greenpeace et la CGT. C'est est-ce que la fin du monde, c'est compatible avec la fin du mois? Et en discutant, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, on s'est rendu compte que finalement, fin du monde et fin du mois, ça devait être compatible. Et donc, il fallait, plutôt que de s'engueuler, fallait qu'on discute. On a des points de désaccord et on les assume, mais on s'est rendu compte que sur une grande majorité des échanges, on était d'accord. Et donc, parce qu'on considère, et eux aussi, mais je crois que c'est partagé par Marine, qu'on peut promettre de sauver la planète, mais si on n'est pas capable de sauver le quotidien, en tout cas de préserver le quotidien, les oreilles se bougent tout de suite. Mais exactement de la même façon, on peut toujours parler de progrès social, ce que tu disais, quoi. Mais si on n'a pas d'avenir à 30 ans, le progrès social, ça ne veut plus rien dire. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler sur un projet qui préserve la planète tout en développant l'emploi, améliorer les conditions de travail. Et on a eu des expériences, enfin une qui a assez fait parler d'elle, c'est sauver une entreprise qui recycle du papier dans la banlieue de Rouen, où on a discuté avec les salariés et effectivement, ils sont soucieux de l'avenir de la planète, mais et ils se disent, mais si on se bat pour l'avenir de notre usine, on peut continuer à bosser tout en ayant des investissements et de la production qui est compatible avec l'avenir de la planète et le recyclage du papier pour fabriquer du papier d'emballage, par exemple, du papier d'isolation, enfin du carton d'isolation des logements. On est complètement dans une démarche qui conjugue et... Est-ce que la CGT a fait sa mue sur ces questions-là? Il y a eu des votes, il y a eu un changement de culture? Non, on est comme tout le monde. On essaye d'avoir les deux pieds sur terre. On a deux oreilles, moi je le dis souvent militant de la CGT, deux oreilles qui doivent servir beaucoup plus que la bouche, c'est-à-dire écouter. Et quand on écoute les aspirations des citoyens, eh bien on se dit que c'est important, c'est même essentiel de travailler ces deux questions, non pas en parallèle, mais ensemble. Avant de parler des retraites, je voudrais juste faire un petit retour sur ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. Il y a quand même eu des mouvements sociaux, il y a quand même eu des grèves aussi, y compris, et avec en tête notamment la revalorisation des salaires dans ce contexte d'inflation. Il y a eu des victoires, il y a eu des batailles gagnées. Comment ça s'est passé? Il y a des entreprises qui encore aujourd'hui sont encore en lutte? Oui, il y a des entreprises qui sont encore en lutte. Il y a eu beaucoup de victoires. Alors, quand il y a ce genre de mobilisation, on n'obtient pas toujours ce qu'on demande. Mais le constat qu'on fait, c'est que si on ne se mobilise pas, on n'obtient rien. Et donc voilà, c'est important. Et la question
pareil, la question du salaire, du pouvoir d'achat, enfin des salaires, parce que derrière le pouvoir d'achat, le gouvernement met beaucoup de choses, mais des salaires, on voit bien que ça a un lien avec l'environnement. Justement, dans ce fameux débat dont je parlais en commençant notre échange, il y a un monsieur dans la salle qui nous a expliqué qu'il était écologiste parce qu'il ne mangeait pas chaud tous les jours, il ne se chauffait pas, etc. Mais il nous a dit, moi je suis écologiste involontaire parce que je suis chômeur. Et il dit, je rêve d'être écologiste volontaire. Si on me donne un peu ce que tu disais, on ne peut pas leur dire aux chômeurs, à ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, consommez moins. Eux, ils ne consomment pas du tout. Donc il faut leur dire, il faut qu'ils aient les moyens de bien consommer, de consommer mieux. C'est ça le message qu'il faut donner. Et donc la question des salaires, elle est directement en lien avec les questions environnementales. Donc on voit bien là aussi que les questions sociales et les questions environnementales, il faut les traiter ensemble. D'accord. Et moi, j'avais aussi une autre question, c'était par rapport à ce qui s'est passé là cet hiver à la SNCF avec ces contrôleurs, la grève des agents de contrôle, qui apparemment a échappé aussi un petit peu au syndicat, qui est parti un peu dans son coin, enfin qui a été soutenu, mais qui n'était pas à l'initiative. Un petit peu comme il y a eu des trucs comme ça pendant la loi travail aussi, où il y avait là une base qui était remuante. On en est où là aujourd'hui? La base est remuante? Mais heureusement que la base est remuante, parce que si il n'y avait que l'avis des chefs, donc quelle que soit l'organisation, ça serait un avis très, très minimaliste. La question qui est posée au syndicalisme, comme aux politiques d'ailleurs, c'est de passer beaucoup de temps, je le disais tout à l'heure, à écouter les revendications, à échanger. Et ce qui s'est passé à la SNCF, c'est pas que de la responsabilité des syndicats, mais quand on n'est pas assez sur le terrain, parfois il arrive que des revendications nous échappent. Alors, on est aussi confronté à une baisse des moyens syndicaux, hein. Par exemple, à la SNCF, les ordonnances Macron ont supprimé 40% des délégués de proximité. Plus on supprime de délégués de proximité, moins on est à l'écoute de ceux. Et ce n'est pas pour un hasard s'ils ont supprimé les délégués de proximité. Alors attendez, non, oui, c'est bon. Pardon, il y avait un problème de son. Pardon. Donc, ce n'est pas un hasard s'ils ont supprimé les délégués de proximité, parce qu'ils rêvent d'un syndicalisme d'experts, c'est-à-dire qu'on soit comme eux, quoi. Quelques experts qui décident entre eux de ce qui est bien ou pas bien pour la majorité des citoyens. Et donc, c'est ce syndicalisme-là. Nous, à la CGT, on le refuse, parce qu'il faut être sur le terrain. Mais il faut qu'on travaille les deux aspects. Être de proximité et en même temps avoir les moyens d'avoir des délégués de proximité, d'être au plus près des préoccupations. C'est, en résumé, très gros, l'explication du conflit. J'ai écouté des interviews de vous deux dans les médias récemment, les deux chez Apolline de Malherbe d'ailleurs, c'était sympa Apolline de Malherbe. Et il y avait ce truc de Philippe, toi tu dis, je sais pas, moi c'est les salariés qui vont décider. Et toi, tu dis, je sais pas, c'est la CGT c'est les syndicats qui vont décider, notamment. C'est une réaction en chaîne. Notamment, quelle journée d'action, quel camp, quoi. La date, c'est le 19 qui a été arrêté. Vous allez du coup appeler à la. Vous avez. C'est déjà fait. Appelé, on avait même appelé à cette date avant qu'elle soit fixée, en disant il a fixe, on vient. Et donc, Europe Écologie Les Verts appelle à la marche, mais à la grève aussi. À tout. À tout. On appelle à tout, parce que cette réforme ne doit pas passer. Et on ne va pas être là en train de dire, elle ne doit pas passer, mais comment on va faire tous les moyens qui sont à notre disposition, et à nos dispositions de nos parlementaires dans l'hémicycle, et à disposition des salariés en faisant grève, et à disposition de toutes celles et ceux qui ont les moyens de se rendre en manifestation près de chez eux, de le faire. On sera sur tous les fronts, parce que, je vous le disais, on s'est trop laissé faire ces derniers temps, par désespérance, par... ne pas savoir par quel bout prendre des choses, mais sur la réforme de l'allocation logement, c'est passé, sur la réforme de l'allocation chômage, c'est passé. Là, aujourd'hui, sur les retraites, ça ne doit pas passer, et ça doit être le point de départ de la reconquête de nos droits sociaux. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut que ça marche. Et pour que ça marche, un grand mouvement social dans ce pays, c'est encore les syndicats qui savent le faire. Les politiques doivent être en soutien, mais mobiliser le monde du travail, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, et c'est votre travail à vous. Et donc c'est pour ça que c'était important que ce soit déjà le fait qu'il y ait une intersyndicale. Parce que souvent les gens ne savent pas trop ce que c'est. Ils disent ça a l'air d'être plusieurs syndicats ensemble. Une intersyndicale, c'était pas arrivé depuis 2008. C'est pour vous montrer à quel point. 2010.
Je suis nulle en maths. Mais pour vous montrer à quel point c'est précieux, et le fait que ça arrive doit aussi interroger le gouvernement. Et du coup, cette intersyndicale, c'est un super point de départ pour construire tout le reste de la mobilisation, qui ne sera pas que les syndicats, mais c'est eux les fers de lance, c'est eux qui organisent les dates de mobilisation. Et là, je viens de voir qu'un article venait de sortir de Tétu, où, vous savez, donc c'est ce magazine très cher à la communauté LGBTQIA+, qui m'a interviewé la semaine dernière, et ils me disent comment ça doit être les manifs. J'ai dit, il faut que ce soit des marches de fierté, d'enthousiasme. Alors quand j'ai dit fierté, dingue, ils m'ont dit, mais on peut ramener les chars de la Gay Pride. J'ai dit, mais bien sûr, tout ce qui met l'ambiance dans les manifs. Et je pense que si on arrive à faire de ces moments des moments dont les gens se rappellent, parce que c'est ça aussi le mouvement social, c'est se rappeler de ses premières manifs, c'est se rappeler des slogans, c'est continuer à les chanter dans sa tête en rentrant, c'est retrouver un peu d'espoir et se dire surtout qu'on n'est pas seul, parce que je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent dans la détresse. Tu parlais d'exemples assez touchants sur la sobriété subie, la fin de l'abondance, comme disait Macron, on n'a pas trop compris à qui parler, à part à ses électeurs en fait. Mais si les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, rencontrent plein d'autres gens comme eux dans les manifs et qu'on se lève ensemble, alors ça peut susciter de l'espoir. Et je pense que l'espoir, c'est quand même un moteur assez puissant dans l'histoire. Oui, j'ai reçu cet après-midi le communiqué de presse des Invertis qui disent l'inter-LGBT qu'organise la Gay Pride d'habitude va en effet investir aussi ces manifs-là. Et c'est quoi le rôle d'Europe Écologie Les Verts là-dedans? C'est d'accompagner comment? Qu'est-ce que vous faites, à part défiler et à part le travail parlementaire? Comment on accompagne un mouvement comme ça? Parce que j'ai dit jeudi que une manif, enfin les manifs, les grèves, c'est formidable, mais c'est encore mieux quand ça s'accompagne d'un moment culturel, que ce soit qui est un accompagnement vraiment comme je sais pas, comme il y a pu y avoir en 68, comme il y a pu y avoir en 36, je sais pas, mais qui est un truc qui dans toute la société fasse qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'on vit quelque chose de particulier. C'est quoi le rôle d'Europe Écologie Les Verts là-dedans? Nous, je pense à notre modeste place qu'on peut apporter, c'est de la convergence des luttes, et c'est pour ça qu'on a organisé ce soir cet échange entre Philippe et des jeunes climats, pour qui ils vous raconteront mes dernières rénovations, notre première discussion sur le climat. On partait quand même de loin, enfin non, pas sur le climat, ça on partait de très très près, mais sur les retraites, voilà, il y avait un sentiment de c'est loin, c'est pas pour nous, c'est pas notre rôle. Et du coup, je pense que si on arrive à faire prendre conscience au mouvement climat que ça va aussi se jouer au moment des retraites. Donc vous, votre rôle, en gros, c'est de débaucher les jeunes climats en leur disant... C'est pas débaucher. Ils sais vont pas, rester des jeunes climats. Ils disent pas on arrête le climat, maintenant on va faire la CGT. C'est qu'on va faire tout ça ensemble. Et c'est ça qui est beau. C'est que si les chars de la marche des fiertés arrivent, c'est pas pour dire on fait plus LGBT, maintenant on fait les retraites. CGT. On fait CGT. CGT. Les jeunes climats qui vont venir, c'est pas pour arrêter de faire le climat. C'est que tout ça converge à la fin. Et je pense que ça fait beaucoup de monde. Philippe? Mais la CGT participe à Marche des Fiertés. C'est ça, nous aussi. Et vous aussi. Donc oui. Ce qu'il faut, c'est que les gens réapprennent à se parler. On a trop de marches parallèles. Faut faire des aiguillages, pour reprendre un terme de la SNCF, pour qu'on apprenne à discuter. Et l'exemple que je citais en démarrant, c'est-à-dire que si on ne se parle pas, on est sûr de jamais être d'accord. Quand on commence à se parler, on se dit finalement, j'avais des préjugés, ou je pensais si, mais en discutant, on voit qu'on peut faire des choses ensemble. Et c'est ça l'objectif de ce genre de mobilisation, c'est de se rassembler, d'échanger, de discuter. On ne sera pas d'accord sur tout, mais tout ce qui peut nous rassembler, tout ce qui peut rassembler les citoyens, c'est bon pour avoir du progrès social, pour la planète, etc., pour les droits. Alors, à la Marche des Fiertés, il y a souvent des discussions sur l'opportunité de laisser la police avoir son char à la Marche des Fiertés. Là, en l'occurrence, on vous parle souvent sur les plateaux et le Rassemblement national dans les manifs. Vous faites un amalgame? Et moi, je l'assume. C'est un amalgame entre police et Rassemblement national. Oui. Écoutez, il y a des chiffres. Hein. Moi, je le suivrai pas. Parce que oui, mais moi, je peux le faire. Oui, bien sûr. On peut avoir... Il y a plusieurs syndicats dans la police. Il n'y en a pas qu'un. Mais pour ce qui est du Rassemblement national, parce que ça, on te le dit sur les plateaux, on dit alors comme ça, vous n'êtes pas tolérant, il y a des ouvriers qui votent Rassemblement national, mais vous ne voulez pas... vous n'êtes pas tolérant. Pas avec les leaders du Rassemblement national, non, là, je suis intolérant. Et je fais la différence entre leurs élus, les dirigeants du parti et les électeurs, parce que les électeurs, évidemment, quand on va dans les entreprises, on en croise et on discute avec eux. Et il faut discuter avec eux. Mais je ne peux pas défiler... aux côtés de gens qui sont racistes. Voilà, c'est contre mes valeurs.
c'est contre les valeurs de mon organisation. Nous, on est aux côtés des travailleurs sans papier qui se battent pour être régularisés et qui se battent pour avoir le même salaire que d'autres citoyens qui ont leur papier. Et pourquoi ces discriminations ? Donc là, on attaque les fondements de la CGT. Et donc oui, à partir de là, quand on n'a pas les mêmes valeurs, mais des valeurs fondamentales, on ne peut pas défiler côte à côte. Et d'ailleurs, sur les questions de retraite, il y a des slogans. Et puis, quand on leur demande, ou quand certains essayent de leur demander, mais l'argent pour financer la retraite à 60 ans, vous le trouvez où ? Surtout pas dans les poches des milliardaires. C'est ça leur réponse. Donc là aussi, on a, non seulement on n'a pas les mêmes valeurs fondamentales, mais en même temps, eux, ils ménagent les riches. Et s'ils viennent service d'ordre ? Je pense qu'il n'y a même pas besoin de service d'ordre. C'est les manifestants eux-mêmes qui vont leur dire vous n'avez rien à faire ici. Il n'y a pas besoin de service d'ordre. Je crois qu'il y a, voilà, c'est ce que je dis, il y a des valeurs, nous avons des valeurs universelles, et celles-là, on est intransigeant avec ces valeurs-là. Et puis ça fait penser à 34, la CGT, la CGTU qui convergent après février 34, etc. On va accueillir, je pense maintenant, nos jeunes. Les jeunes. Vous venez, les jeunes ? Tout à l'heure. Alors J'ai évidemment, oublié de faire ça. les jeunes que je vais présenter, du coup, s'ils viennent, qui vont du coup, je vais leur poser quelques questions, je vais vous les présenter parce que ils ont en commun d'être impliqués dans le secteur associatif, où on en a une d'Europe Écologie Les Verts, on a Pauline aussi, et d'avoir aussi des questions. Vous venez ? Non, c'est pas bon, vous venez ? Oui ? Venez alors. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. La pêche ? Chaud. Très bien, et je vous ai demandé évidemment de préparer, si possible, une question, une interpellation ou même une remarque désagréable pour Philippe Martinez, par exemple. Ouais, surtout pour moi. Surtout pour Philippe Pauline Martinez. est spécialiste des remarques désagréables quand elle me parle. Alors, commençons par Pauline. Je vous présente d'abord brièvement, et puis après on fera déjà un premier tour de table. Pauline, toi tu es conseillère municipale à Boulogne-Billancourt, et tu fais partie du collectif Ibiza. Donc, voilà, présentation complète. Oui, c'est ça. Tu peux décrire le collectif Ibiza vite fait ? Ouais, alors le collectif Ibiza, c'est un collectif qui est né grâce à Jean-Michel Blanquer, qu'on remerciera jamais assez. Je sais que les gens ont déjà commencé à l'oublier, mais c'était l'excellent ministre de l'Éducation qu'on avait au précédent quinquennat. Et en fait, au moment où il devait faire le protocole Covid pour les écoles, il l'a donné le dimanche soir parce qu'en fait, il était à Ibiza, en train de travailler très dur, mais bon, à Ibiza quand même. Et nous, on s'est dit, super, on va travailler dur comme le ministre. Et donc, on s'est retrouvés devant son ministère un soir avec son sosie et on a dansé en maillot de bain devant son ministère en disant, ne pas déranger, c'est une réunion de travail. Et ça a tellement bien marché qu'on s'est dit qu'on allait faire d'autres actions comme ça. Donc, il y a eu plein d'autres trucs. Voilà, et on l'a appelé le collectif Ibiza en hommage à Jean-Michel. Quoi. Voilà, et ça continue, il y a toujours des trucs d'interpellation. Alors, en tout dernier, il y a un mois, on s'est habillé en sardine géante pour aller voir Valérie Pécresse. Vous êtes très déguisement, trucs comme ça. On est très visuel, pour qu'on comprenne tout de suite le message. D'ailleurs, Valérie Pécresse a tout de suite compris. Ouais. Il y avait, je crois, une centaine d'élus à son petit pot, son petit rassemblement. Et ils nous ont tous laissé passer parce que ce qui est bien dans ces événements, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude des trucs marrants. Et donc, en fait, il y avait 50 élus entre les deux sardines et elle. Puis ils sont tous écartés comme ça. Il y en a même un qui lève son verre de vin pour pouvoir nous laisser passer jusqu'à Valérie Pécresse. C'est bien aimable. Et donc, c'est un peu un mode d'interpellation pour qui nous écoute. Très bien, merci d'être là. Bertrand, toi, tu es tu es de Dernière Rénovation. Alors, vous vous êtes fait connaître on a vu des images un petit peu partout. Hein. Vous interpellez sur la question de la rénovation thermique des bâtiments et de l'action publique. Là-dedans, l'idée c'est d'interpeller les politiques, mais aussi le public, puisque vous avez emmerdé des gens qui voulaient rentrer chez eux en vous asseyant au milieu du périph' ou sur un pont. C'est ça, hein ? L'objectif de ces blocages, c'était surtout symboliquement de mettre un stop à la marche en avant d'une société qui est complètement suicidaire. Et donc il y avait plutôt cette symbolique-là, plutôt que la recherche de vraiment emmerder les gens, comme vous dites. Mais surtout si on mène ce type d'action, c'est un petit peu comme ce que peuvent faire des syndicats. L'objectif, c'est pas d'emmerder les gens, c'est précisément de rendre le statu quo invivable et de forcer le gouvernement, dans une situation comme ça, à mettre en œuvre des mesures qui peuvent assurer l'avenir de notre planète, la viabilité de notre planète à l'avenir. Et vous êtes focus vraiment sur la question de la rénovation thermique ? Oui, tout à fait. On est focus sur la rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure qui est plutôt consensuelle quand même.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Oui, personne n'est sous-jacent. contre. Il n'y a oui. pas vraiment de gros sous-jacents idéologiques derrière. Et c'est quelque chose que voilà, les experts savent comment procéder, on sait par où commencer. Attention avec ton combien micro, milliards parce que. il faut mettre Voilà. tous les ans. C'est quelque chose qu'on. Pardon, ouais. C'est quelque chose qu'on sait. Donc c'est pour ça qu'il y avait cet intérêt-là. Et ça a aussi un intérêt parce que c'est une mesure qui permet de rendre visible justement cette convergence entre le social et l'écologique, qui sont exactement le même combat. Et la question de la rénovation énergétique, c'est un moyen vraiment très simple de faire comprendre, de montrer que mener un combat pour la viabilité de la planète, c'est aussi mener un combat pour rendre le quotidien des gens plus supportable, pour rendre plus agréable, pour améliorer la qualité de vie des gens. Voilà. D'accord. Et enfin, Lorraine Lolo, qui est, bonsoir, tu es une militante associative, tu es la fondatrice de Cité des Chances, C'est ça. qui vise à essayer d'expliquer mieux, d'initier les jeunes notamment aux arcanes de la politique institutionnelle en fait. C'est ça. En fait, le but, c'est qu'ils s'engagent. En fait, peu importe le moyen, que ce soit dans un parti, que ce soit dans un syndicat, dans une asso ou même sans cadre institutionnel. Mais le but, en fait, c'est qu'ils fassent entendre, ils et elles, fassent entendre leur propre voix. Parce qu'on parle beaucoup des jeunes de banlieue, on parle beaucoup des jeunes des quartiers populaires, mais on les entend très peu. Du coup, c'est ça notre but. Mais après, là, je suis là plus en mon propre nom qu'au nom de mon orga, mais oui, je fais entre autres ça, oui. D'accord. J'étudie aussi, mais ouais. Et alors, juste rapidement, la retraite, c'est un truc que tu as en tête, parce que toi, tu es très jeune. Hein, J'ai 25 ans. 25 ans. Enfin, pour moi, c'est très jeune, voilà, 25 ans. Et, Je sais pas quel âge t'as, mais oui. Oui, bah, bon. Moi, je commence à me dire, là, le quart de siècle, là, je suis plus si jeune que ça, mais surtout que je milite... Voilà la remarque désagréable pour Félix. surtout que je milite avec Comment des... dire la convergence des Je milite avec des jeunes qui ont genre 18 ans et qui sont encore plus vénères que moi, donc je me sens plus si jeune des fois, mais... Ah ouais, t'en connais des très jeunes. Hein. Ouais. Et alors, ouais, eux, ouais, la ouais. retraite, toi, la retraite, ça te paraît lointain, c'est pas... Bah, en fait, non, pas tant que ça, Non. parce que... Enfin, ça me paraît loin en termes d'âge, Oui. oui, bien sûr, mais en termes de sujet, non, parce que je pense que c'est un sujet auquel on pense, mais mes parents, je les vois vieillir, grandir et tout ça, et je vois que leur retraite, elle arrive, en tout cas, j'espère, vu comment c'est parti. Elle retarde, et ça m'inquiète. Je pense que les jeunes, ils eux, peuvent se mobiliser pour leur daron et dire c'est pour ma mère qu'elle aille en retraite plus vite. Franchement, ouais. Bah, quand je parle avec des jeunes lycéens, des moins jeunes, des étudiants et tout, bah, c'est plutôt ce qu'ils me disent. En fait, Ouais. ils pensent d'abord à celle de leurs parents plutôt Mm. qu'à la leur. Et moi aussi, c'est mon cas. Donc, ouais, donc ça me touche assez. Et j'espère qu'en tant que jeune, on va se mobiliser. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on essaye de faire, d'appeler à la manif, d'appeler à la grève et qu'on se retrouve dans les rues parce qu'il ne faut pas que ça se fasse sans nous, encore une fois. D'accord. Et Bertrand, comment à la dernière rénovation, est-ce que parce que là tu disais nous c'est la rénovation énergétique des bâtiments parce que du coup ça fait consensus. On pourrait presque aller plus loin et dire en fait c'est de l'activisme centriste, un peu et de gauche et de droite. On veut faire consensus. Est-ce que du coup la retraite c'est un enjeu où ça vous parle ou pas du tout? Bah, nous, en tant que membres de Dénervation, les gens qui sont impliqués là-dedans, bien sûr, c'est des gens que, à titre individuel, ça va leur parler. Après, nous, en tant que collectif, effectivement, c'est plus compliqué de venir sur un sujet qui n'est pas directement lié à la revendication précise qu'on a choisi de porter. Néanmoins, on est tout à fait conscient, et vous en avez parlé un petit peu en introduction, hein, que finalement, mettre en place des choses, mettre en place une lutte pour la viabilité de notre planète, mettre en place des mesures écologiques d'ampleur, ça passera aussi nécessairement par repenser l'organisation du travail, repenser l'organisation de la solidarité. Donc tout ça, c'est des choses dont on est tout à fait conscient. Et donc le combat pour un... Donc il n'y aura pas de banderole dernière rénovation dans les manifs de jeudi? Sans doute pas, en tout cas pour l'instant, c'est pas prévu. Mais il y aura des militants peut-être qui seront là à titre personnel? Peut-être, sans doute à titre personnel, ouais, bien sûr. Après, voilà, nous, on insiste sur le fait Alors, que... attention à ton micro, parce que c'est vrai que tu fais ça Pardon, tout le temps et dans le excuse-moi. chat... voilà. Petit J'ai tip. pas l'habitude d'avoir un micro comme ça. Bon, Alors, ok. ouais, ou le coller sur le menton, tu vois, fait comme bizarre. ça, et après il bouge plus. Ok. Voilà. Et toi, Pauline, bon, toi, tu seras à fond. Elle tenait son Oui, micro, Mais vous avez prévu des trucs des trucs imaginatifs, la collectif Ibiza, pour les Eh retraites? ben, justement, Vous là, avez j'ai pris des remis réunions, un là pied à Paris ce matin et un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand j'étais dans le métro, je me suis dit, ah mais il y a sûrement une action qu'on peut faire là, Bah pour oui. la retraite. Et ben, on va faire une réunion, on va y penser. Mais souvent, les jeunes, on nous dit, vous les jeunes,
comment on fait pour mobiliser les jeunes, comme si on se mobilisait que pour des trucs de jeunes. Genre, moi je suis jeune, donc je me mobiliserai forcément pour la précarité des jeunes, ou pour les études, ou pour des trucs de jeunes. S'il faut me parler, c'est sur Twitch, faut faire un stream sur Twitch. Non, la blague c'est que quand j'ai dit qu'est-ce qu'on dit dans le Twitch, Usul il m'a regardé comme si j'avais 50 ans, et il m'a dit on dit le stream en fait, on dit pas le Twitch. Ok. Donc en fait, on a l'impression que si on parle aux jeunes, il faut leur parler par des médias de jeunes, sur TikTok, sur des trucs de jeunes, alors qu'en fait, moi je suis jeune, mais les conditions de vie de nos aînés très vieux dans les EHPAD, ça me touche aussi. Et en fait, les jeunes qui s'engagent en politique, c'est aussi pour ça. Et donc on peut aussi se mobiliser pour des personnes qui ont 20 ans de plus que nous et qui sont concernées par la retraite ou la pénibilité du travail. Mais après, la question, c'est est-ce que moi je me préoccupe de ma retraite ? Moi j'ai toujours eu du mal à me projeter à plus de 5 ans ou 10 ans à cause du dérèglement climatique. Et je me dis, la question de ma retraite, j'y pense pas. Et même la manière dont je gère ma vie entre guillemets professionnelle, quand mon père me dit oui mais réfléchis parce que là si t'as un trou faut que tu trouves un truc à raconter, tu peux pas avoir 2 mois de trou pour tes cotisations, tes machins et tout, et moi je considère que j'aurai pas de retraite parce que la question à ce moment là sera la question de en fait la viabilité de notre planète. Mais pour autant je me mobilise quand même pour la retraite parce que si je suis dans un parti politique c'est que je crois à un modèle de société plus solidaire, etc. Mais ce qui m'embête quand même c'est que là le 19 on va passer la journée à se mobiliser pour que notre système de retraite soit moins mauvais, alors qu'on devrait passer toute notre énergie, 100% de notre temps, à essayer de faire en sorte d'avoir une société qui va mieux. Non seulement de préparer le dérèglement climatique, mais aussi de se préoccuper des jeunes qui font encore la queue pour bouffer alors qu'ils sont étudiants, des gens qui galèrent, et ça, on le fait pas du tout. Donc ça, c'est la politique, ça. Bah oui, mais tout est de la politique. Non, mais je veux dire, ça c'est du coup... c'est pour ça que tu es dans un parti qui prend en charge de manière plus large la vie de manière générale. Moi, j'ai une question peut-être pour Lorraine. Après, je vais peut-être vous laisser échanger et répondre entre vous, mais les partis politiques, c'est quoi ton rapport aux partis politiques ? Méfiance, t'es intrigué parce que, mine de rien, tu incites quand même les gens à rentrer dans la vie, les jeunes à rentrer dans la vie politique vraiment traditionnelle, quoi, c'est-à-dire à devenir conseiller municipal, s'ils peuvent, de se foutre sur une liste, machin. Et c'est quoi tes rapports, toi, avec les partis ? Pourquoi t'es pas dans un parti Pourquoi je suis pas dans un parti, en fait, parce que j'ai un gros problème avec tout ce qui est très vertical, en fait, avec des chefs. Viens chez Europe Écologie Les Verts. Ça va aller tout de suite. Avec en fait, ne serait-ce que tu es dans un parti, tu dois te porter garant pour ce qu'a dit un tel, alors que tu n'es pas forcément d'accord et tout, machin. C'est des trucs qui me parlent pas du tout. Aussi, manque de temps, parce que j'étudie, je travaille, je m'occupe de l'asso que j'ai co-créé, etc. Donc c'est déjà pas mal de temps. Et en fait, moi, je me méfie de ces orgas-là, et je me méfie aussi en tant que jeune, en tant que femme, en tant que noire, en tant que personne qui vient des quartiers populaires, etc. Parce que j'ai déjà le nombre de partis politiques qui m'ont approché pour me dire « Viens chez nous, c'est trop cool ». Honnêtement, je suis déjà allée à des réunions de sections locales, etc. C'est chiant, c'est 2 heures, on parle, au final, on fait rien. Et tu te dis « Mais pourquoi faire ?» Alors que, avec mon asso, par exemple, on fait une réunion, 1 heure après, on sait qu'est-ce qu'on fait, telle date, etc. Ça va vite. Et moi, je trouve que les partis, ça va pas assez vite et ça me frustre. Et je trouve que c'est un petit peu du temps perdu. Je confirme qu'ils ont essayé Europe Écologie Les Verts essayer de te recruter tout à l'heure, là, en antenne. C'est vrai, hein, c'est vrai. Je suis très surprise. C'est pas les seuls, mais... Je suis très surprise de ce qu'elle dit sur les réunions de groupe local Europe Écologie Les Verts, parce que Marine et moi, je crois qu'on a que des réunions cool, c'est rapide. Au bout d'1 heure, on a décidé ce qu'on faisait et ça avance. D'ailleurs, on a passé 2 mois de congrès à faire que des réunions internes hyper cool. Bertrand, tu avais un mot à ajouter sur la question des partis, parce que toi, alors vous, c'est l'inverse complet du parti, quoi. C'est-à-dire, c'est l'action, l'interpellation directement de l'opinion publique. Oui, en fait, je rejoins un peu ce que tu disais. C'est-à-dire que nous, moi personnellement, et je pense beaucoup les gens qui sont engagés avec Dernière Rénovation, l'important c'était de s'engager pour quelque chose qui soit efficace, qui puisse avoir un impact direct maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a une urgence climatique qui restreint notre fenêtre d'action. Si on tire la logique jusqu'au bout de ça, au bout d'un moment, on dit poser des bombes en fait. On pense pas qu'il soit nécessaire à ce stade d'en arriver là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire des sacrifices. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir engager de sa personne. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on va sur les routes, on met en jeu notre liberté, on met en jeu notre intégrité physique aussi. Et ces risques-là qu'on prend, ces sacrifices qu'on fait, on pense que justement, ils sont à la hauteur de l'urgence qui est en cours. Et nous, ce qu'on cherche, c'est agir à la hauteur de l'urgence actuelle. Et on pense malheureusement que
l'inertie dans laquelle sont enfermés les partis politiques, et les syndicats aussi, à leur façon, qui sont malheureusement, et c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure aussi, hein, qui sont malheureusement souvent, qui arrivent à mobiliser malheureusement que sur la défensive, lorsqu'il y a une grosse réforme, mais qui n'arrivent pas à mobiliser pour un projet de société différent. Et donc face à ça, nous, on se dit que si on veut initier le changement, il faut qu'on disrupte un petit peu tous ces espaces-là. Il faut qu'on les contourne, et il faut qu'on aille taper un peu là où ça fait mal pour déstabiliser le système, déstabiliser le statu quo, et c'est ce qu'on cherche à faire avec nos actions. Alors, tu as dit qu'il y avait un engagement, et en effet, il y a un coût. Marine, je vais te passer la parole parce que toi, tu as suivi, y compris, vous avez des procès, vous avez des trucs qui sont en cours, et j'ai entendu que tu avais suivi aussi un peu ce qui leur arrivait. Leur procès à eux ? Oui. Bah oui, c'est normal parce qu'ils alertent. Alors, on entend tout sur leur action. On nous dit que c'est très choquant, mais un éditorialiste très connu d'un journal pas de gauche, qui m'a dit cette semaine, vous vous rendez compte, ils détruisent des œuvres d'art. Non, ils ont lancé de la soupe sur une vitre qui protégeait. Oui, mais ils s'en prennent à l'art. Puis c'est pas les mêmes en plus. Et puis, oui, mais c'est quand même un peu leurs copains. C'est pas les. C'est un peu vos copains. Oui, c'est des ils copains. assument le lien de fraternité. Ah, d'accord. Mais quand je disais, mais enfin, tout ça n'est pas à la fin très grave, et je dis, si ça te choque, c'est déjà qu'ils ont réussi, puisque le but était à la base de choquer ceux qui n'ont pas compris le problème. Donc c'est très réussi. Et on voit qu'on peut épiloguer toute la soirée là-dessus. La vérité, c'est qu'ils prennent des risques pour des causes qui sont justes, dans une détresse et une éco-anxiété que moi je partage. Et donc, comme j'ai dit à leur procès, moi, il y a des choses que je ne ferais pas, genre la peinture orange sur Matignon, alors que j'avais demandé à Elisabeth Borne de les recevoir, et que j'avais envoyé leur numéro de téléphone le matin même. Laissons donc croire que j'étais de mèche avec cette action, dont, bien sûr, vous ne m'aviez pas prévenu, car vous n'avez pas à me prévenir. Mais du coup, essayé de faire l'entremetteuse et ils ont tout foutu par terre avec leur... Autant que ce soit utile, parce qu'on doit parler des retraites, on ne va pas être d'accord, donc autant que je parle d'autres trucs, évidemment de quoi ? Du climat, et je vous avais appelé avant en disant, moi je serais intéressée d'ailleurs qu'ils aient besoin de vous rencontrer. Elle m'avait dit, ils sont quand même dark. Je dis, ah oui, ça c'est sûr qu'ils sont dark. Elle a dit ? Oui, mais parce que ils paraissent comme des gens déprimés, mais en fait ils sont lucides. Ils sont lucides, et on avait eu cette conversation-là, et en sortant, je vous avais dit que j'avais porté le message. Bon, là, avec la peinture, quand je les ai vus, ils me disent, mais là, du coup, c'est mort le rendez-vous. Je dis, oui, là, je crois que, si tu veux, faut accepter les conséquences de tes actes. C'est-à-dire, tu décides de faire ça libre à toi, après, bon, elle n'est pas obligée de te recevoir le lendemain. Donc, ça, c'est mort. Je vous ai dit aussi au procès qu'il faut arrêter de bloquer le périph' à 3, parce qu'en fait, il va y avoir un mort. Ça, je suis un peu d'accord. Ouais. Voilà, donc déjà, il ne faut pas être à 3, il faut être à 50, et pas le périph'. Péter la gueule, ça va être compliqué. Mais par contre, ce que je... Une dizaine sur les actions. Oui, mais c'est pas assez Ouais, face à bon. les gens. Ils pètent Est-ce que vous savez vous battre bien ? Il y a de la violence. C'est de la non-violence. Voilà. Donc l'objectif n'est pas de se battre. Non, mais alors, nous sommes non violents, mais sache que les gens dans leur voiture peuvent devenir très violents. C'est ça le problème. C'est rarement nous. J'explique juste un truc là-dessus, parce que pour bien comprendre comment fonctionnent nos actions, en fait, on a un responsable désescalade sur les actions. On a des gens qui sont désescaladeurs, comme on dit, et qui sont censés justement évaluer le niveau de tension sur l'action. Et si ça devient trop énervé, on peut tout à fait débloquer une situation, revenir plus tard. Enfin, en tout cas, il y a une gestion. Donc en fait, si on s'énerve beaucoup, vous partez. En fait. Non, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le dire. C'est plutôt que si on voit qu'il y a une situation qui risque de dégénérer, pour la sécurité évidemment des gens qui participent aux actions, l'objectif c'est pas qu'il y ait effectivement un blessé ou un mort. Donc on peut tout à fait s'adapter à ce type de tension. Philippe Martinez, qu'on n'a pas entendu depuis. Déjà, quel regard sur ce genre d'action ? Et ensuite, je voudrais qu'on parle peut-être de ce communiqué de la CGT Mines Énergie. Déjà, on verra lequel, parce qu'il en faut quand même beaucoup. Hein. Mais juste. Ce qui était bien là. Premièrement, j'ai signé la pétition de soutien. Merci pour ça. Mais c'est pas merci, c'est parce que je pense que. Et puis ça me fait beaucoup rire parce que malgré notre grand écart d'âge, on pratique les mêmes méthodes. Moi, je l'ai envahi 2 fois, le périph'. Mais on était 7000. À 7000, c'est sûr, là. Tu vois la différence. Mais oui, non, mais oui, il y a besoin d'actions spectaculaires pour attirer l'attention. Et je ne vous raconte pas tout ce que j'ai fait dans ma vie militante, parce que si la police écoute ou un juge écoute, même si c'est prescrit, mais oui, j'ai envahi je ne sais combien de fois la bourse des valeurs quand elle existait encore en physique. Enfin, oui, donc on a en fait, il y a un écart de génération, mais on a les mêmes méthodes pour aller alerter l'opinion. Mais ça ne peut pas être que ça, parce qu'il y a besoin d'opérations choc, comme on dit, mais il y a aussi besoin d'entraîner la masse, parce que sinon on nous regarde en se disant c'est bien ou c'est pas bien ce qu'ils font, mais moi je suis pas capable de faire ça, etc. Donc en fait on a les mêmes méthodes, parce qu'il faut alerter l'opinion, et quand on veut alerter l'opinion,
nous aussi, on a plein de militants qui sont condamnés bien sûr. qu'ils ont bloqué un péage, par exemple, ou on laisse passer gratuitement les voitures au péage parce que voilà. Mais il y a besoin aussi d'entraîner du monde derrière nous. Et ça peut pas être un Condamnés et pénalisés dans leur carrière aussi, et licenciés, etc. Oui, bien sûr. licenciés, et condamnés à la prison. Mais je veux dire, la majorité des citoyens, il faut éviter qu'ils soient spectateurs d'un combat qu'ils peuvent considérer comme juste, mais qui se disent c'est un débat entre telle assoce, tel syndicat et le gouvernement. Et puis nous, on applaudit, mais ça se fait sans nous. Et donc je pense qu'il y a besoin d'alerter, mais en même temps de rassembler. Mais en tout cas, moi je me marre quand on dit que les syndicats ne décident de rien ou qu'on passe je t'assure qu'on fait des réunions très courtes, parce que quand tu fais ce genre d'opération, il faut qu'il y ait peu de monde, que ça soit très bien préparé, et on prend des décisions. Moi aussi, malgré mon grand âge, parfois je m'ennuie dans certaines réunions où je leur dis, bon d'accord, ça y est, on a discuté, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça la question qui est posée. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Bloquer le périph', alors. Non, là, il n'y a pas besoin, parce qu'il y aura la masse. Et là, on nous verra. Jeudi, pour tous ceux qui le peuvent, il faut qu'ils se mettent en grève. Et quand je dis... Mais c'est Bastille-Nation, Je crois que c'est... parce que je ne m'occupe pas des parcours, mais je crois que c'est... Ça, c'est un message que j'ai eu. Il y en a qui m'ont dit, bon, si c'est encore pour refaire Bastille-Nation, est-ce qu'il n'y a pas un... Je crois que c'est République Bastille-Nation. République Bastille-Nation. Tu peux leur répondre. Ça commence à République. Tu peux leur répondre, je crois. En tout cas, à Lyon, c'est la manufacture des tabacs, comme d'habitude. Et c'est toujours trop tôt à Lyon. C'est toujours le matin. Oui, mais il y a des spécificités territoriales. Il y a des départements, il y a 3 lieux de manif, parce que c'est aussi de la proximité pour rassembler du monde. Mais il n'y a pas que les manifestations, il y a les grèves. C'est important parce que si Bien on sûr. veut... trop souvent, je vois le patron du MEDEF qui se marre parce qu'il dit mais c'est un débat entre, en parlant au gouvernement, c'est un débat entre le gouvernement et les citoyens. Nous, la meilleure façon de les chatouiller, c'est de leur titiller au portefeuille. Bien sûr. Et le seul moyen de les titiller au portefeuille, c'est que les entreprises s'arrêtent, etc. Donc c'est grève et manifestation. C'est vrai que médiatiquement, comme les journalistes n'ont pas le droit de rentrer dans les usines parce que c'est tellement beau qu'on leur interdit de filmer le travail, les grèves, ça se voit moins bien. Donc il faut aussi médiatiquement du Après, il y a des grèves visibles de certains secteurs. C'est sûr que quand les raffineries embrayent, ça se voit. Enfin, on ne voit pas le travail. Et puis il y a des grèves invisibles. On ne voit pas oui, ça c'est vrai. le travail. On voit les conséquences du non-travail. Mais on ne voit pas le travail. Oui, c'est sûr que quand les cheminots sont en grève, il y a moins de trains. J'ai une question très très concrète que les gens m'ont pas mal posée, parce que mine de rien, il y a toute une génération aussi qui est entrée sur le marché du travail il y a 10 ans, dans le monde du travail, et qui est en train de découvrir son droit de grève. Comment on l'applique très concrètement? Je suis salarié du privé, j'ai pas ma carte à la CGT, j'aimerais bien faire grève pour soutenir le mouvement au moins jeudi. Faut que je le dise à qui? Faut que je fasse quoi? C'est vraiment ça qu'on m'a demandé. On m'a dit j'ai le droit. Mais je lui dis bah oui, t'as le droit. Mais... Oui, mais c'est là où on a perdu du sens collectif. C'est que maintenant on est obligé de faire des tracts et des explications sur comment faire grève. Oui, parce qu'avant ça aurait été va voir le syndicaliste, il sait. Mais il y a des boîtes dans lesquelles il n'y a pas de syndicaliste. Ça s'apprenait dans la famille, parfois à l'école, parce que aujourd'hui, quand on est dans le privé, il n'y a pas besoin de préavis. On arrive le matin ou la veille au soir, si on a décidé de faire la journée, on dit à son chef, demain, je ne serai pas là, je suis en grève, point. Il n'y a pas besoin de se déclarer à l'avance ou quoi que ce soit. Les seules fois où il faut se déclarer à l'avance, donc il y a besoin de préavis, c'est dans les services publics et dans les transports où il y a des délégations de services publics, et donc il faut prévenir largement à l'avance pour les prévisions. Parce qu'il y a un service minimum. Quand tout le monde est en grève, non. Ça, c'est intéressant. Mais non, voilà. Mais c'est grâce à Sarkozy, ça. Voilà. Mais sinon, on peut partir même si la manif est à 14h. Je regarde. 14h30. Marine, parce que c'est ma conseillère. Moi, c'est à Arras à 9h30 ma d'abord. conseillère Et syndicale. j'espère que mon train sera à l'heure du coup pour aller à la manif. Je crois que tu vas manifester que à Arras. J'irai en trottinette. Non, mais je te dis ça comme ça. Et donc, on peut partir à midi en disant je suis en grève, je vais à la manif. Et donc, c'est très facile de faire grève. Après, il vaut mieux le faire à plusieurs. À plusieurs, bien sûr. Il faut entraîner les collègues. Oui. Puis vis-à-vis de son patron, c'est mieux d'être plusieurs que tout seul. Parce que ça retombe pas parce que si le droit de grève est reconnu en France, dans la Constitution,
il y a quand même, faut aussi le dire, beaucoup de sanctions. Par exemple, les salariés de Sanofi ont fait grève pendant plusieurs semaines. Eh bien, j'ai 4 copains qui sont menacés de licenciement. Voilà, on dit non, c'est pas à cause de la grève, mais on sait bien que c'est à cause de la grève. Donc c'est mieux de le faire à plusieurs. Ça évite quelques soucis de ce genre. Très bien, quitte à mettre les infos pratiques dans la salle de pause, grève, machin. Bon, si ça tient, si la fichette puis tient. On peut partir ensemble. Il y a parce qu'on est pour les transports collectifs, donc il y a beaucoup de cars qui sont mis à disposition. Je crois qu'on en a déjà à 80 cars pour la région parisienne, 80 autobus. Donc voilà, il y a des. Et puis on n'est pas obligé d'être à la CGT. Moi, j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux à la CGT. Mais on peut faire des périodes d'essai. Et c'est plus facile d'être embauché. C'est plus facile d'être embauché que dans une entreprise. Hein. Le CDD, il ne dure pas 18 mois en général. Alors, je vous avais demandé donc du coup de préparer une question. Qu'est-ce que vous aviez à dire à ces représentants que nous avons là du politique et du syndical? On va peut-être commencer par toi, Pauline. Je pense que tu vas pas interroger Marine. Alors si, moi je voudrais. Mais Marine. Mais je trouve que c'est pas juste parce qu'on me demande à moi. Ah non, t'avais rien préparé, toi? Et ben moi, j'avais rien préparé. Excellent. Parce que je ne savais pas. Puisque quand j'ai dit on fait quoi pour le Twitch, on m'a dit t'es une boumeuse. Alors, Dès qu'il n'y a plus de déguisement, t'es perdu. Voilà, dès que je me présente dans ma vraie personnalité, je ne sais pas. Et puis quand c'est des gens de mon camp, je sais pas très bien comment les interpeller. Non, moi j'ai pas de. D'accord. Là, vraiment, Très j'ai bien. pas. Non, mais cherche un truc un peu dérangeant. Un peu. Non, mais je sais pas, ça t'évoque Oh, quoi si, ok, j'ai un truc dérangeant. Oui. Ok, alors, avant, je pensais que j'aimais pas Philippe Martinez. Parce que mes premières manifestations, c'était 2015-2016. C'est là où je me suis dit, je déteste le Parti Socialiste. Même si d'accord. j'aime bien la NUP. Et ben, il y a un moment, pendant les manifs, il y avait plein de grèves et tout. Alors, je sais plus exactement quand c'était, mais ça avait marqué mes jeunes souvenirs de manifestantes. Il y avait un moment, et ben, Philippe Martinez avait dit, la grève, on arrête, ou quelque chose comme ça. C'était des grèves de quoi déjà? Et ben, je ne sais plus, c'était un mouvement, mais je pense que c'était 2016, la loi travail. Il y avait un moment de plein de manifestations. Et tout le monde voulait manifester que ça continue. Et il y avait Philippe Martinez avait dit non, on arrête. C'était une fake Mais, news, mais hein. s'il ne se rappelle pas, on ne pourra pas. Je Ah. t'écoute, moi, je suis très curieux. Voilà, et c'était ça. Mais méfie-toi quand tu me taquines. Non, mais justement, je voulais savoir pourquoi à ce moment-là, alors que j'avais l'impression que tout le monde était dans la rue, et ben le patron de la CGT dit non, maintenant on arrête. Alors, premièrement, le patron de la CGT, ça me dérange, mais comme on se connaît un peu, je te concède ce qualificatif. J'ai jamais dit ça, en tout cas pas en 2016, j'en suis sûr. Peut-être que tu confonds avec 2019, 2020 et la période qu'il fallait passer, c'est-à-dire la période de fin d'année, puisqu'en 2019, il y a eu un conflit déjà sur le sujet des retraites. C'était peut-être ça. Tu vois que je suis vieux, mais pas encore sénile, Ouais, comme quoi, Pauline. Donc, t'as mal vécu la fin de la grève et il fallait gérer cette période des fêtes qui est pas toujours facile en termes de, parce que c'est beaucoup de congés, etc. Donc, j'avais annoncé une journée d'action, pas la fin de la grève, une journée d'action qui sautait par-dessus les fêtes. Il y a eu plein de manifs d'ailleurs entre Noël et Jour de l'An, mais une nouvelle journée d'action. Donc je sais que j'ai été critiqué, comme tu écoutes tout le monde, tu as dû entendre ça. Mais la grève, elle a continué tout le premier trimestre 2020 jusqu'à la Covid et une réforme qui est tombée. Donc tu vois. Donc en fait, ce que tu as annoncé à ce moment-là, c'était juste dire, en fait, on saute la période des fêtes et ça repart en bataille après, quoi. J'ai dû annoncer une journée d'action. Je me rappelle, on était réunis à Matignon. C'est pas grave, c'était loin. Mais non, mais c'est bien parce qu'avec Pauline. Ça m'avait marqué parce qu'après, moi, je m'étais dit, ah d'accord, donc Philippe Martinez, c'est un traître parce que en vrai. Mais ça va bien, oui. Non, mais à Non, mais l'époque. tu sais pas te tenir. À l'époque. Et après Ah bah oui, après, on a parlé des usines Renault, il est venu sur mon canapé et maintenant, j'adore Philippe. C'est bon. Oui, tu vois que. Non, mais moi, ça me dérange pas qu'on me pose des questions. Après, il faut réviser l'histoire quand tu me poses des questions, Pauline. On me convoque une heure avant en me disant il faut que tu interpelles Philippe Martinez. Et moi, j'avais aucun truc pas sympa. C'est plutôt bien que quand on comprend pas ou quand on a mal compris ou quand on a mal expliqué, eh bien, on puisse se parler et se dire non, voilà. Et je le redis, les périodes des fêtes, c'est pas facile parce qu'il y a du monde. C'est comme pour les jeunes pendant les congés scolaires, c'est comme pour les étudiants pendant l'époque des partiels. Il y a un truc qu'on a pas. Tu vois que je m'intéresse un peu à la vie, moi. Donc en fait, si un jour je deviens chef de la CGT,
C'est ton rêve, tu me l'as déjà dit. Ben, c'est vrai que ça a l'air assez fort quand même comme poste, comme pouvoir de blocage de la société et de rapport de force pour négocier des choses. Oui, d'ailleurs, il y a une question que tout le monde se pose. Grève, d'accord. Reconductible ou pas reconductible, ça dépend des secteurs pour l'instant, c'est ça? Ça dépend, c'est le travailleur qui décide. Exactement, il y en a qui suivent, tu vois, Pauline. Être chef ou patron de la CGT, comme tu dis, c'est pas un monsieur, j'aimerais bien que ça soit une dame d'ailleurs, qui appuie sur un bouton et tout le monde s'arrête. C'est comme dans tout collectif, c'est des décisions collectives. Et donc, oui, moi je souhaite qu'il y ait des grèves. Et qu'elle soit reconductible, parce qu'on sait bien que c'est ça qui n'embête pas. On a les mêmes débats. C'est pas pour embêter les citoyens. C'est parce qu'on sait bien que si on est trop gentil, on va dire ça comme ça, et ben en face, les oreilles sont bouchées et il faut les déboucher, les oreilles. Et donc, oui, pour qu'on parle de nous, il faut. Mais le problème qu'on a, c'est que médiatiquement, en général, on parle plus des trains qui ne fonctionnent pas ou des raffineries qui sont à l'arrêt que des salariés d'une petite boîte qui travaillent. Moi, j'ai un souvenir c'était cet été, une boîte ça s'appelle Pommier, dans les Hautes-Pyrénées. 45 jours de grève, personne n'a parlé d'eux. C'était une reconductible. Personne n'a parlé d'eux. Bertrand, est-ce que ça te parle, toi, qui est plutôt dans l'interpellation médiatique, etc. Est-ce que ça te parle, ça, le travail de la grève, en fait? Oui, la grève comme travail, je retourne le truc. Oui, complètement. D'ailleurs, je rappelle quand même que historiquement, les premiers grévistes étaient des désobéissants. Oui, parce que c'était pas autorisé. Exactement, avant qu'il y ait le droit de grève, il y avait quand même des grèves. Et il se trouve que ces grèves étaient illégales, sévèrement réprimées. Hein. Les gens ils pouvaient risquer leur vie, tout à fait, ils pouvaient y passer en faisant grève. Donc en fait, il y a une continuité qui est évidente. Je veux dire, dans les moyens d'action, ça c'est absolument évident. Nous, ce qu'on fait, c'est pas autorisé, bien sûr, mais néanmoins, on milite, et justement, c'est le sens de ce qui est en train de se passer dans nos procès, à nos procès. On essaye de faire en sorte que soit reconnue la nécessité aujourd'hui, que le juge reconnaisse aujourd'hui la nécessité d'entrer en résistance civile face à l'inaction politique actuelle. Et c'est ça, quoi. C'est la ligne de défense qu'on a lors de nos procès. Donc pour moi, oui, il y a tout à fait une continuité. On est dans un combat très, très similaire. Ouais. Est-ce que tu avais un mot, du coup, que tu avais préparé? Oui, moi je voulais interpeller justement Philippe Martinez aujourd'hui. Déjà, j'entends et ça me rassure de voir qu'on est d'accord pour dire que la catastrophe environnementale, c'est une catastrophe sociale, en fait, avant tout. Que c'est nos vies qui sont en jeu. Et voilà, on va pas essayer d'imaginer les conditions de travail dans un monde à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Enfin, voilà. Ça peut être un peu compliqué. Donc vis-à-vis de ça, moi en discutant, j'ai un peu un rêve que j'ai envie de vous partager avec vous. Et c'est un rêve un peu fou, un peu naïf, mais je me dis, est-ce que c'est possible un jour qu'une coordination syndicale bloque des raffineries dans tout le pays pour demander, pour exiger une grande reconversion, un grand plan de reconversion de l'industrie pétrolière qui est aujourd'hui responsable, un grand responsable de la crise environnementale actuelle. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui serait incroyable. Est-ce que c'est possible d'envisager ça? Si oui, quand, comment Je voulais vous interpeller là-dessus. Voilà. Tu veux que les gens de la pétrochimie disent on veut faire de la pétrochimie propre et donc on fait grève En fait, on peut En fait, c'est là le sens du mot reconversion. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de demander d'imaginer que ces gens vont demander à eux-mêmes à se retrouver au chômage, mais à se dire voilà, c'est toutes ces compétences qui sont aujourd'hui utilisées dans la pétrochimie. Donc comment est-ce qu'on peut les reconfigurer? Quelle place on leur donne dans une société décarbonée? Voilà. Après, c'est une vieille question qui est... alors on a pu faire ça sur le nucléaire, comment la CGT qui a un secteur énergie, nucléaire, machin, peut... voilà. Et on pourrait même aller plus loin. Si aujourd'hui il faut supprimer les pubs, il y a la CGT Infocom qui est pleine de graphistes et comment ils vont faire, etc. Donc bon, c'est toujours un peu la même question. Comment vous la réglez? Comment vous y répondez? Je peux juste dire un truc sur les gens de la pétrochimie qui sont des écolos?
Vas-y. Parce qu'en fait, il en existe déjà à Grand-Puy, la raffinerie de Grand-Puy, quand ils s'étaient mis en grève parce que Total voulait fermer leur raffinerie, eux, ce qu'ils ont dit, c'est non seulement on veut protéger nos emplois, mais aussi on n'est pas dupes, et les écolos étaient aussi avec eux, on n'est pas dupes de ce mensonge. Total va pas du tout faire un truc écolo. En fait, ils ferment nos emplois pour raffiner ailleurs, là où il y a moins de contraintes écolo et moins de contraintes sociales. Et eux avaient un discours très écolo. Et désolé pour tous les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, mais en fait, il n'y a jamais personne qui a eu un discours écolo qui m'a plus touché que celui d'Adrien Cornet, qui était raffineur à Grand-Puy. Donc en fait, ces gens-là, ils existent déjà et on peut déjà faire des liens avec eux. Et d'ailleurs, je suis sûre que tu peux bloquer avec eux. Parce que quand tu les vois comme ça, là, devant Total, tu te sens rassuré, tu vois, s'il faut bloquer un truc. Est-ce qu'elle a fait la réponse correcte, Philippe? Non, parce que elle n'est pas à la CGT, donc mais elle a parfaitement le droit d'avoir une opinion. Hein. Premièrement, j'espère qu'elles vont être bloquées, les raffineries. Je dis ça parce que vous en avez le pouvoir, justement, vous l'avez déjà fait. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur... évidemment, il y a des urgences et donner des priorités dans les urgences. Mais si... je crois que j'ai essayé de l'expliquer, mais je vais essayer d'aller plus loin. Si on ne s'appuie pas sur les salariés qui travaillent dans ces raffineries, comme dans d'autres domaines, et on leur dit l'avenir, c'est de fermer ta boîte, ça ne va pas aller loin. Mais je pense aussi aux citoyens, ceux qui roulent en diesel. Bah oui. Mais moi aussi, je roule en diesel. Parce qu'il y a ceux qui produisent, puis il y a ceux qui consomment. Imaginons que demain on arrête toutes les raffineries, comment on fait pour se déplacer si on n'a pas anticipé un certain nombre de choses? Donc il y a besoin de se fixer des urgences, des priorités, puis après d'avoir des calendriers pour... alors je ne suis pas sûr qu'il faille commencer par les raffineries. Moi je connais plein d'endroits où ça pue et ça pollue, comme on dit. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, les oreilles se bouchent. Et donc ça, c'est important. Mais les oreilles de ceux qui y travaillent et les oreilles des citoyens. Il y a des tas de départements très ruraux, pas que dans les Hauts-de-France, où il n'y a plus de train. Comment ils font s'ils n'ont plus rien à mettre dans leur voiture? Et puis c'est des endroits où il y a des cols et tout le monde n'est pas cycliste professionnel. On parlait de la montagne tout à l'heure. Voilà. Avec Marie. Donc je pense qu'il y a besoin de... Moi je crois, enfin en tout cas c'est ce qu'on propose à la CGT, d'avoir une planification d'un certain nombre de mesures à prendre, de reconversion, et tout n'est pas à reconvertir non plus. Par exemple, la fabrication du papier, c'est une des plus vieilles industries qui existent. C'est une des premières. Et pourtant, ça a de l'avenir. Donc, là aussi, il suffit pas de dire... là aussi, les usines, globalement, je caricature, c'est pas ce que tu as dit, mais les usines, il faut toutes les fermer parce que c'est ça la cause. Non, c'est pas ce que tu as dit. Mais j'entends parfois ce discours. Non, il faut réfléchir. Et la meilleure façon de réfléchir et d'agir, c'est de s'appuyer sur ceux qui bossent dans ces boîtes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eux, ils n'en ont pas rien à faire de la planète. Ce qu'ils veulent pas, c'est perdre leur boulot pour sauver la planète. Eux, ils veulent les deux. Et sauver leur boulot, et sauver la planète. Et donc, eux, ils ont plein d'idées. Sauf qu'ils sont souvent confrontés, et moi je le vois bien dans ma boîte à moi, je travaille chez Renault, les voitures. Il y a des tas de jeunes ingés qui ont des idées pour moins consommer, avoir des voitures plus propres. Sauf que quand ils bossent sur des projets, il y a un PDG qui leur dit pas comment ça marche, où est-ce que ça marche. Il leur dit combien ça rapporte. En somme, moi, je voudrais... Et si ça ne rapporte pas assez, ton projet, même s'il est bon pour l'environnement, poubelle. Il y a souvent, y compris chez les jeunes, pas mal, parce que les jeunes ont parfois souvent cessé de croire aux politiques. Il y a souvent cette conviction, on a discuté brièvement tout à l'heure, que les consommateurs en fait, vont faire changer le système. Philippe n'est pas du tout d'accord, il fait non de la tête. Pour toi, c'est les producteurs qui vont faire changer le système en reprenant le pouvoir sur leur lieu de travail, sur leur production. Mais en général, premièrement, les producteurs et les consommateurs, c'est souvent les mêmes. Et donc, ils ont j'allais dire, les deux contraintes, c'est-à-dire de garder leur boulot et de pouvoir consommer sainement, en préservant l'environnement. Mais mettons-nous bien à l'écoute de ces gens-là. Je discutais avec un copain de l'Aveyron, avec les zones à faible émission qu'il va y avoir dans les métropoles. Lui, avec sa voiture, il peut rouler où il veut dans l'Aveyron. Mais s'il a besoin d'aller faire des papiers administratifs à la capitale, Toulouse,
Bah, avec sa voiture, Il faut qu'il la laisse à l'entrée. faut, bien à l'entrée. Ouais. Et puis pour aller de l'Aveyron à Toulouse, le train, c'est pas terrible. Le vélo, c'est loin et ça monte. Comment on fait? Donc il faut associer les citoyens et sur leur lieu de production et sur leur lieu de vie. Il faut repenser, ça va te passionner, l'aménagement du territoire. Pourquoi on éloigne de plus en plus les gens de leur lieu de travail? Et puis bien souvent, au moment où on se rapproche de son lieu de travail, bah, c'est la boîte qui déménage et on est obligé à nouveau de déménager. C'est pour ça qu'on prend des transports en commun. Et juste, je finis là-dessus, c'est les copains de la RATP qui m'ont interpellé. Eux, ils aimeraient bien prendre les transports en commun pour venir au boulot. Sauf que c'est eux, c'est quand eux, ils sont au boulot que les transports en commun, ils marchent. Et ben, ils sont obligés d'aller habiter à 50, 60 km de leur lieu de travail. Est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur des logements, évidemment rénovés, pour qu'ils puissent habiter tout près de leur lieu de travail, parce qu'eux, ils sont obligés de prendre leur bagnole pour aller bosser. Ben voilà. Donc on voit que même la question du travail, elle engage la question des modes de transport, la question du logement. C'est pour ça que je dis qu'il faut planifier tout ça et se fixer des priorités, mais sans dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est un peu plus compliqué que ça. Lorraine? Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire. Ah bah on va, et ce on va sera se permettre de déborder un peu. Hein, on est ce sera à la fois pour vous deux en fait, parce que ça concerne et les partis et les syndicats. En fait, moi, mon coup de gueule, c'est justement... Voilà. C'est un petit coup de gueule, ça va. Bon, mon coup de gueule, c'est justement que j'ai l'impression que... Enfin, je dis les jeunes, mais même s'il y a plusieurs jeunesses, parce qu'il y a des jeunes notamment qui travaillent déjà tôt, dans des emplois très précaires, etc. Mais j'ai l'impression qu'on ne se sent pas trop concerné, en tout cas qu'on va majoritairement pas participer aux mobilisations, à part les jeunes qui sont généralement déjà dans des associations, déjà dans des mouvements engagés, etc. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a une espèce de petit... Enfin, déjà, on a des statuts qui font que on est plus dans l'individuel. Moi, par exemple, je suis étudiante encore. Je suis micro-entrepreneur depuis 2018 même, je crois. Même si j'ai fait d'autres petits boulots entre-temps. Je n'ai que 7 trimestres de retraite cotisée. Donc, on ne va pas aller loin avec tout ça. Mais en fait, voilà comment les jeunes en fait, qui ne sont pas déjà dans des entreprises à plein temps, ou en tout cas voilà, qui ont les moyens de faire grève, de poser, voilà, de faire grève tout simplement, comment vous faites en fait pour les intéresser, pour les motiver à rejoindre ces mouvements-là, parce que ça concerne nos parents, mais ça nous concerne aussi plus tard, et qu'il faut qu'on se réveille. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément, là c'est surtout les partis auxquels je fais le reproche, qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont faites pour vraiment donner le pouvoir aux jeunes. C'est-à-dire que souvent, on va nous appeler en mode « Oui, vous savez, demain, il y a manif, ce serait bien que vous veniez. » Mais en fait, on ne nous donne pas les moyens aussi de participer à la réflexion sur les modes d'action, sur qu'est-ce qu'on veut pour notre société de demain, etc. Donc voilà, c'est tout ça. Donc en gros, très concrètement, comment vous faites en sorte d'inclure toutes les jeunesses dans vos mouvements, y compris les plus précaires, dont mon cas, les micro-entrepreneurs, par exemple. Je suis convaincu qu'il faut que tu fasses un stage d'essai à la CGT. Hein. En fait, elle veut être associée à tout, mais pas faire de réunion de plus de 10 minutes. Ah, mais on les anime ensemble, si tu veux. Pas de problème. Effectivement, on ne met pas assez en avant ce qu'on propose. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'on est catalogué, notamment la CGT, comme les contestataires, ceux qui vont jamais aux réunions, la politique de la chaise vide, mais qu'on propose rien. Par exemple, pour les jeunes, on propose que pour le calcul des trimestres, les années d'études supérieures soient considérées comme des trimestres assimilés, c'est-à-dire pas cotisés, mais assimilés, et donc qu'une partie des études... Parce que évidemment, si de plus en plus de jeunes font des études, enfin galèrent, etc. Si tu commences dans la vie active à 27 ans, tu rajoutes 43 ans, tu vois ce que ça peut donner. Donc oui, ça fait partie des propositions de la CGT, d'intégrer, alors pas cotiser, assimiler, parce qu'il y a ce qui compte pour pouvoir avoir son nombre de trimestres, et puis après les cotisations pour pouvoir avoir une pension complète.
en tout cas une pension qui permette de bouffer. Eh bien, ça, c'est une proposition de la CGT. Donc, on intègre les jeunes dans nos propositions. Alors, évidemment, on a un défaut, c'est que parfois, peut-être parce qu'on a vieilli ou il n'y a pas assez de jeunes chez nous, on a un peu de mal à aller vers les jeunes, parce que moi, je pense que les problématiques de chaque génération, une génération n'a pas les mêmes problématiques que la suivante. Et donc, c'est toujours dur d'aller expliquer à quelqu'un qui n'a pas tout à fait le même vécu, en tout cas pas les mêmes problématiques. Il n'y a pas assez de jeunes à la CGT ? Non, il n'y a pas assez de jeunes. Non, il n'y a pas assez de jeunes. Comment on s'engage à la CGT ? C'est le moment de le dire. Comment on s'engage ? Eh oui. Voilà, on va sur. Si on est le seul, on est moderne. On peut même on peut même se syndiquer par internet. On est dans une boîte de 50 salariés. Il n'y a pas un seul syndicaliste là-dedans. On se dit je veux adhérer à la CGT. Là, il faut aller voir dans la localité, il y a toujours une maison des syndicats, etc. Et puis quand il y a un syndicat dans la boîte, il faut aller voir, mais il faut taper du poing sur la table. C'est déjà ça, mais il faut le faire plus. C'est-à-dire que chacun doit compter pour un ou pour une. D'ailleurs, pour une. C'est important que dans un syndicat qui se réclame féministe, la parole des femmes, elle soit écoutée et entendue. Pas qu'écoutée, entendue. Donc si on veut que la CGT s'adresse aux jeunes, on a des propositions. Mais la meilleure façon, c'est que les jeunes s'en mêlent. Et puis, qu'ils prennent le pouvoir. Alors pas Pauline, mais que les autres prennent le pouvoir. On a brisé ton rêve. Pas Pauline. On va se diriger doucement vers la fin de la soirée. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter les uns les autres ? On m'a pas répondu pour les micro-entrepreneurs. Et oui, les micro-entrepreneurs. Faut pas oublier. Oui, alors là, parce que ça, c'est la banane pour tout le monde, ça. Il m'a fait signe qu'il fallait que je sois... Ah non. Non, je rigole. Je suis taquin, moi aussi. Non, il faut que la CGT, elle s'adapte aussi au nouveau statut. Il y a des auto-entrepreneurs, il y a des stagiaires, des alternants, il y a des Uber. Eux, ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas de patron. Leur patron, c'est leur téléphone. Enfin, il y a quelqu'un quand même au bout, qui, du jour au lendemain, peut couper l'application, ils n'ont plus de boulot. Le monde du travail, il a évolué. Donc, il faut que le syndicalisme, non pas il s'adapte, parce que moi, je suis toujours contre le fait qu'on n'ait pas de contrat de travail, qu'on n'ait pas de droit, qu'on travaille le dimanche, qu'on travaille la nuit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de fabriquer des voitures la nuit, ça ne sert à rien. Et ça serait bon pour la planète, ça éviterait les déplacements, parce qu'il y a moins de transports en commun la nuit. Et puis ça casse les gens le travail de nuit. Mais c'est pas parce qu'on est contre l'évolution de la société, un monde qui tourne dans le mauvais sens, qu'il ne faut pas s'occuper de ceux qui le subissent. Et toi, tu fais partie des travailleurs et des travailleuses qui n'ont pas forcément eu le choix, un autre choix que d'être auto-entrepreneuse. Et donc, il faut qu'on s'occupe de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la distinction entre un monde du travail qui évolue vraiment pas dans le bon sens, mais tous ceux et toutes celles qui subissent, c'est la différence. Moi, je dis toujours à mes camarades, femmes et hommes, c'est pas parce qu'on est contre le travail du dimanche qu'il faut pas s'occuper de ceux qui travaillent le dimanche. Voilà comment on pourrait résumer ça. Il y a une belle convergence des luttes quand même. Non, c'est bien tout ça. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Oui. On en a parlé un peu avec toi. C'est l'histoire de la désobéissance civile. Parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est très, très, très énervé sur le sujet. Et il a l'air énervé de base. Ça va bien se passer. On va lui dire, ça va bien se passer. Il y a une loi séparatisme qui a été votée il n'y a pas longtemps. Officiellement, c'était pour lutter contre l'islamisme. Et puis, il y avait pas mal de dispositions dans le texte où les collègues parlementaires écologistes disaient, petit warning, en fait, c'est aussi une manière de criminaliser le mouvement social et le mouvement écologiste, et notamment une histoire de contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire que toutes les associations de France doivent signer ce contrat d'engagement républicain, et s'ils rompent ce contrat d'engagement républicain, ils ne peuvent plus avoir de subventions. Il se trouve que cette disposition précise, à ma connaissance, n'a aujourd'hui été utilisée que contre des associations écologistes, jamais contre des associations soupçonnées de dérives islamistes, etc. Il y a des associations qui ont été dissoutes, mais ça c'était une autre disposition, mais sur le contrat d'engagement républicain, non. Et donc il y a eu un cas à Poitiers où la maire Léonore Monconduit, la même qui fait l'accès aux vacances pour tous, subventionne un village des possibles d'Alternativa, 2 jours de village de festival, dans lequel non pas ils forment à la désobéissance, ils font un débat sur la désobéissance. Et pour ça... la préfecture interdit la subvention, elle est au tribunal, etc. Deuxième cas, là récemment, vous savez qu'il y a l'histoire de l'agrandissement de l'aéroport Lille-Léquin,
qui est quand même à 1 heure de train de Roissy. Ils veulent élargir l'aéroport et donc il y a des militants qui vont s'asseoir sur le tarmac, etc. Et eux, ils ont fait une réunion de tous les gens d'Europe qui font comme eux à la Mresse à Lille, qui est une sorte de maison des associations environnementales et sociales. Et pour ça, Xavier Bertrand leur retire la subvention, menace de le faire, et sont convoqués à la préfecture pour s'expliquer. Et donc il y a comme ça, une polarisation autour de la désobéissance civile. Moi, je voulais juste dire que, premièrement, les formations à la non-violence, à la non-désobéissance civile, c'est important. Moi, je l'ai été. J'étais formée par Alternativa. C'était dans mon salon, parce qu'évidemment, à Hénin-Beaumont, ils n'avaient pas eu de salle pendant leur Tour de France. Et en fait, c'est utile. Parce que quand on se retrouve dans des luttes qui sont dures et voulettes, tu parles du mec qui est en responsable de la désescalade, ça s'apprend. Et en fait, être dans une manifestation où parfois ça peut partir vite, etc., ça s'apprend en fait à ce que ça se passe bien. Et je trouve que le fait de criminaliser les gens qui forment à la non-violence et à la désobéissance civile est quand même une manière assez étrange d'aborder le maintien de l'ordre. Et surtout, cela nous emmène un peu loin. Donc moi, je voulais dire que je trouve ça dangereux et que oui, il faut revendiquer la désobéissance civile, la non-violence. Surtout que si on veut dire qu'il faut arrêter de désobéir, l'État désobéit tous les jours. Au seuil réglementaire sur la qualité de l'air, sur l'inaction climatique, sur le droit au logement opposable, sur les conditions d'accueil des réfugiés, ils désobéissent tous les jours. Donc si on interdit de désobéir, alors qu'ils commencent par eux-mêmes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais à part ça, je voulais vous dire que j'étais ravie d'échanger ce soir. Je trouve qu'on s'est dit des choses qui sont importantes et sûrement va-t-on continuer le débat quand l'antenne se coupera. Mais je pense qu'on tient une belle convergence des luttes et qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller quand même dans ce pays, qui va commencer le 19 et se poursuivre ensuite. C'est, comme dirait l'autre, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ils vont évidemment essayer de nous rouler dessus. Vraiment, en allant le plus vite possible. Et de nous criminaliser. Mais alors moi, je suis le Dalai Lama des manifs, vous allez voir, je suis très forte. On peut me hurler dessus, je reste très calme. Et de nous repeindre en sauvage. Et d'ailleurs, c'est ça. Mais vraiment, faudra faire attention à ça. Et parce qu'on sait qu'au Parlement, ça va aller très vite. Ils ont choisi le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour pouvoir aller vite. Parce que si au bout de 20 jours, c'est pas voté à l'Assemblée, paf, ça part quand même au Sénat. Et puis qu'à la fin, si c'est toujours pas voté, ça s'applique par ordonnance. Et même, ils peuvent faire le 49.3. Mais dans la rue, il n'y a pas de 49.3. Et c'est quand même vraiment là que ça va se passer. Et donc, même si votre sujet immédiat, c'est pas les retraites, mais vous avez envie de plus de justice, envie de plus de climat, c'est quand même là que ça va se passer. Quel que soit votre point d'entrée dans cette mobilisation sociale, on va avoir besoin de vous. Et ça va quand même être des moments assez fédérateurs dont on se rappellera toute notre vie. C'est une page du mouvement social qu'on va écrire. Rappelez-vous que c'est pas que la rue, c'est aussi votre lieu de travail. 36, 68, tout ça, c'est des grèves, c'est un moment où vous pouvez aussi reprendre possession de votre lieu de travail si vous êtes assez nombreux. Nous, on a commencé là chez les Verts, on a pris possession ce soir du site. Et c'est nécessaire parce que voilà, la rue, on peut se faire taper dessus. Notre lieu de travail, si on fait grève, on fait grève. Ah non, si vous voyez quelqu'un se faire taper dessus, il faut filmer, il faut. Bien sûr. On ne fait pas ça quand même. On connaît la réalité des rapports. Voilà. On va. Question très simple pour terminer à chacun. C'est quoi le programme là, jeudi? Le programme immédiat, il y a des actions prévues. D'abord, il y a demain soir. D'abord, il y a demain soir à la salle Japy. C'est ça. Salle Japy demain soir. Il y a plein de trucs tout le temps en ce moment. C'est ça qui est super. Roussel. Il y aura Fabien Roussel, il y aura Olivier Faure, il y aura Mathilde Panot, je serai là, il y aura Arash Chaidi, il y aura François Ruffin, il y aura le best-of NUPES, parce que, on l'a dit, chacun est à sa place dans ce mouvement social, mais les partis politiques ont aussi le devoir d'organiser des meetings et de former aussi les militants à ce qui ne va pas dans cette réforme. Et c'est chouette quand même que cette soirée puisse avoir lieu. Et puis après, le grand rendez-vous du 19, et ça c'est Philippe qui raconte, puisque c'est lui qui organise. Moi je voulais que tu conclues avec le truc Japy, mais c'est pas grave. Donc je voulais d'abord. C'est disruptif. Oui, c'est pas grave. Bertrand, peut-être, donc toi, ton programme immédiat, qu'est-ce que tu prépares? Nous, je ne vais pas parler vraiment en mon nom, mais nous, par rapport à cette mobilisation qui s'annonce assez explosive, si vous voulez, il y a des ponts de convergence qu'on ne peut pas nier et qu'on doit regarder en face et qui sont là. Déjà, nous, on parle de rénovation énergétique des bâtiments. Vivre en bonne santé jusqu'à 64 ans, puisque c'est ça qui est, on nous promet une retraite à 64 ans. Vivre en bonne santé à 64 ans quand on a vécu toute sa vie dans une passoire thermique, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Là, dernièrement, j'ai discuté avec une dame qui vivait en passoire thermique, qui est retraitée et qui est obligée de continuer à travailler parce qu'elle ne peut pas faire payer ses factures d'énergie si elle ne continue pas à travailler. Donc on a des points de convergence qui sont nombreux, qui sont évidents et sur lesquels il faut qu'on travaille. Après, moi, je ne peux pas annoncer un plan précis par rapport à ces mobilisations. Tu vas faire grève, Moi, peu importe ce que je fais à titre personnel. Peu importe ce que je fais à titre personnel. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des points de convergence et qu'on va travailler dessus.
Donc d'accord, donc on vous verra peut-être, il y aura peut-être un stand, un Qui sait char. Qui sait. Un Ce qui est char sûr dernière aussi, c'est que rénovation. voilà, le gouvernement va mettre en avant cette idée qu'il y aurait une urgence à réformer le système des retraites. Nous, évidemment, qu'on a un discours qui dira qu'il se trompe totalement de combat, que l'urgence aujourd'hui, elle est à agir contre l'inaction climatique et pas à être hors la loi pour inaction climatique, comme tu le disais précédemment. Donc voilà, nous on va... Ok. on Donc va Pauline, s'inscrire là-dedans. toi tu disais tout à l'heure que vous allez commencer à réfléchir aux costumes que vous allez mettre. C'est un peu comme le Dean dans Community. Mais non, mais tout à l'heure, Philippe, il disait un truc qui est tout à fait vrai. Il disait que là, pour les retraites, le 19, il n'y avait pas besoin de bloquer le périph' parce qu'il a dit là, il n'y a pas besoin parce qu'il y aura la masse. Et en fait, l'idée du collectif Ibiza, c'est de réfléchir à combien on est, quelles sont nos forces et qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant là. Le 19, la question, c'est d'être nombreux et nombreuses. Donc en fait, il n'y a pas besoin à 10 de faire une action quelconque. Mais le reste du collectif Ibiza va être ravi d'apprendre ce soir qu'on va faire une réunion dans 2-3 jours pour quand même faire une action spécifiquement sur les retraites. Moi, je serai là le 19. Je dois apporter une pancarte à Marine. Du coup, je serai doublement là. J'espère, même si ce que tu fais toi à titre individuel ne compte pas, que tu seras là aussi le 19. Parce qu'en fait, chaque personne en plus, ça compte. Parce qu'en plus, on sait où tu habites. Et donc, oui, le plan, c'est prochaine manif. Et puis après, si on peut faire des trucs un peu plus rigolos, genre déblocage, et aller soutenir des personnes en grève. Parce qu'au moment où il y avait les raffineurs qui étaient en grève, moi, j'avais dit à Philippe, OK, est-ce que c'est le début de la révolution ? Comment on fait pour les aider ? Et il m'avait dit, il faut aller les soutenir, c'est important. Et en fait, je pense que ça, c'est vrai aussi, aller donner du soutien et de la visibilité, si on peut, à des endroits qui sont en grève et dont on n'entend pas parler. Et qu'on peut les soutenir créer des liens, et ben ça on peut tous le faire et toutes le faire dans nos petites associations militantes, fresque climat, trucs écolo, dans des coins un peu paumés. Si on peut aller soutenir les grèves du coin, ça peut permettre de donner de la force pour durer plus longtemps et ensuite être plus nombreux en manif. Et je vous jure que quand vous voyez les CRS, parce que toi tu fais peur aux gens, tu leur dis les manifs on se fait taper, tu peux pas finir un stream sur les manifs on se fait taper, il faut dire aux gens les manifs on danse, les manifs voilà exactement, on rencontre des gens, c'est sympa. Et sachez que si à un moment vous avez peur de vous faire taper en manif, vous vous déplacez dans le cortège et vous allez pas très loin du service d'ordre de la CGT. Et bah d'un coup, si vous trouvez les raffineurs avec leurs habits et tout, là vous avez beaucoup moins peur de vous faire taper. Vous mettez derrière et le moment un peu chaud passe beaucoup mieux. Très bien. Non, j'ai pas besoin du micro. Oui, bon, enfin bon, quand même, hein, les grenades, tout ça, les lacrymos. Les grenades dans Vous inquiétez pas, ça se passe bien. Non, mais les grenades, si. Elle manifeste à Arras, Arras ça se passe différemment. Lorraine, toi, des terres dans la rue dès jeudi? Ouais, dès jeudi, samedi aussi. Moi, tous les jours où vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Mais oui, après, peut-être avec mon asso, je ferai peut-être une petite pause dans la manif pour aller donner cours si les profs ne font pas grève parce qu'on encadre des élèves. Mais non, mais oui, tout ce qui est manif et tout, moi, je reviendrai et je rejoindrai et j'appelle tout le monde autour de moi en mode hey, tu fais quoi jeudi au fait 14h tu travailles? Non, fais grève, ok. Voilà, c'est un peu ça la politique. Donc ouais, franchement moi je suis chaude et tous les jours toutes les marches qu'il y aura et les grèves qu'il y aura et où je suis dispo, je serai là en forme. En plus marcher c'est bon pour la santé, venez quoi. C'est ça qu'on veut. Philippe, un petit mot de la fin, guide pratique, annonce du programme, je ne sais pas. Il y a plus de 200 lieux de manifestation en France, donc on a l'embarras du choix. Ouais. Mais il ne faut pas être embarrassé, il faut y aller. Deuxième chose, il y a une pétition en ligne sur change.org qui est relayée par tous les sites des organisations syndicales qui vient de dépasser les 400 000 signatures en 6 jours, ce qui est assez important. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez encore signer. Et puis, dire que travailler moins et moins longtemps, c'est écolo. Donc la retraite à 60 ans, c'est écologique. Voilà. Très bien. Ah bah oui, bah allons-y. Hein. Bon, et est-ce que tu avais un autre mot à ajouter parce que c'est quand même toi J'ai jamais rien à ajouter aux conclusions de Philippe Martinez. Rendez-vous le 19. C'est quand même toi qui as l'initiative du stream. Bon, je pense que Pauline demain, a été très disruptive avec toi. Moi, demain, le meeting, il est streamé, justement? Évidemment. Oui, c'est bon? Il y aura les micros qui marchent et tout. Cette fois-ci, ce sera bon, la capta. C'est un plaisir de te recevoir. Oh bah c'est oui, la CGT c'était un plaisir. Électricité qui avait coupé ton micro. Oui, c'est vrai qu'il y aura des coupures ciblées. Merci tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi ce stream un petit peu exceptionnel. Il y aura peut-être d'autres trucs comme ça sur la chaîne
à venir, y compris parce que moi-même aussi, il faut que j'accompagne ce mouvement social et que je trouve. Et moi, dans mon boulot, ça n'a pas grand sens que je fasse grève. Donc, moi, au contraire, je dois accompagner. Donc, on va bien voir ce qu'on fait. La dernière fois, on avait fait le stream reconductible. On avait levé un peu plus de 100 000 € pour soutenir une caisse de grève intersyndicale. Là, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Est-ce que ça va prendre quelle forme ou je ne sais pas quoi. Mais bon, on réfléchit. Et vous pouvez voir aussi cette soirée comme un premier pas vers... Voilà, j'engage tout le monde, d'ailleurs, ceux qui travaillent sur Internet, qui streament, qui font des vidéos, à accompagner aussi ce mouvement. Comme je disais, il faut accompagner aussi culturellement un moment politique et lui donner des images, lui donner des voix, lui donner des visages. C'est ce qu'on a essayé de commencer à faire ce soir. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, on va pouvoir... Merci au Modo aussi sur la chaîne. Non, c'est bon, c'est fini. Merci à toi. Ah, merci à moi. D'accord, ok. Merci à l'équipe technique, au Modo, au public. Vous êtes encore 4000 et quelques, c'est très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée, à plus tard. Au revoir. Oui.